c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà?
Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Relichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Bonjour à tous les copains, avec la lumière en face c'est mieux. Bonjour à tous les amis,
Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout le monde va bien, les copains? Ça y est. Ça y est, il est l'heure du Juste Bistrot, 16h48, 15 avril 2025. Déjà, mais déjà, putain. On est quasiment à la moitié de l'année. On n'a rien de temps. C'est fou. C'est complètement fou, les amis. C'est que du plaisir. C'est que du plaisir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet. Que vous êtes au taquet, les copains, que vous êtes en pleine forme pour cette nouvelle semaine, pour cette émission musclée qui nous attend avec un très gros sujet aujourd'hui qu'on va décortiquer ensemble sur un format presque conférence d'une certaine manière. Voilà, essayons d'être ambitieux dans la vie. On a ça, on a du palmade aussi au menu, on a plein de belles choses. Bayrou Biden qui a pété les plombs. Enfin bref, on va se régaler, les amis. Mais d'abord, installez-vous confortablement. Il y a Pierrick de Rien qui dit salut de la Bretagne grisonnante. Eh ben, je serai en Bretagne la semaine prochaine parce que je viens à Auray. Je prends quelques petits jours de repos dans le secteur. Ça va être bien. Ça va être chouette. Je remercie également, attendez que j'oublie pas, Alexandrine 59. J'espère que tu vas bien. Qui vient de Subprime, 31e mois. Ça, c'est magnifique. Et également, j'ai vu Oriane 214 qui dit coucou Rémi, on s'est vu à Alès. J'attends ma pension alimentaire. Gros bisous à Raymond à côté de moi au premier rang. J'espère que tu vas bien. J'espère te croiser à la Grand Combe. Mais j'espère que tu vas bien. Que du plaisir. Voilà, c'est génial. La famille juste milieu, évidemment. Les copains. Ben Girod qui dit salut les zinzins et zinzines. Et à la vôtre. C'est quand même le Juste Bistrot et la bise. Rémi, t'es au top. Oh, merci. Arrête. Gourmand, va. Gourmand. Lux Talua 88. Hello depuis le travail. Bientôt l'anniversaire, monsieur Rémi. Eh oui, putain. 28 avril, c'est 31 ans. Ça nous rajeunit pas, cette histoire. Ah, ça y est, je suis quasiment à la retraite. Je veux dire, je vis en Suisse, c'est pour ça. La retraite en Suisse, c'est 32 ans. Donc, non, je rigole, je déconne. Parce qu'il y en a qui sont capables de me croire, donc attention quand même. C'est une blague. Naturellement, c'est une blague, les amis. Mais par contre, c'est pas une blague que dans plus d'une semaine, c'est mon anniversaire. Lundi 28 avril. En plus, c'est flingué, je veux dire. Vraiment lundi, quoi. Là, ça va être vraiment un anniversaire qui pue du fiac, je vous le dis tout de suite. Qu'est-ce que tu veux faire un lundi? Tu vas pas inviter tes collègues, on est lundi, on va pas se déboîter. À la limite, tu les invites à faire un Uno. Bon, voilà, ça sert à rien. J'annule cet anniversaire. Je reprendrai le comptage quand ce sera jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Je pense que j'annule. Je vois même pas non, ça compte pas. Je vais contacter la préfecture, ça ne compte pas un anniversaire en début de semaine. Faut arrêter les conneries. Kundune 73 qui nous dit, et c'est la famille qui dit, je me rappelle quand tu fêtais tes 30 ans comme si c'était hier, putain. Ah, on est une belle famille, hein, c'est vrai. C'est vrai, les amis. Mais bon, hein, faut avancer, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Tu vois, je baille. Ça me fait bailler, donc... Parce que c'est ennuyant, en vérité. C'est ennuyant. Rastagash 420, salut camarade qui dit elle aurait mis à quand ton passage dans nos îles. Alors ça, on bosse dessus. Dites-vous les amis, on est en train de bosser sur 2025. On est en train de bosser sur 2025. Donc il y a des choses qui arrivent. On va parler un petit peu de tout ça. Et les îles, ce serait un beau plaisir. Tahiti, Guadeloupe, Martinique. Là, je dis pas que si, je dis que ce serait bien. Ce serait très très bien à creuser évidemment les amis. Bayard 92 qui dit salut Rémi, je suis fâché car hier tu as boudé une recette de canard que je donnais. Ah merde. Ah, attends, j'ai pas dû voir ça camarade parce que j'étais lancé dans mon sujet et moi déjà j'étais pas bien. De dire qu'il faut arrêter de manger du canard, j'étais pas bien, donc peut-être que j'étais un peu déconcentré, ça c'est possible. Mon Jérôme 010277, j'espère que tu vas bien, qui dit lundi prochain, je travaille, mon fils fera le tournoi du TFC, moi je serai dans un EHPAD pour installer du matos, et ben voilà, tu penseras à moi au milieu de ce programme, j'espère bien mon Jérôme, et voilà, je t'embrasse évidemment, camarade, que du plaisir, voilà. On est entre nous, on est bien, et puis la tournée zinzin, les copains, qui va reprendre de plus belle, enfin, qui n'arrête jamais en fait. En fait, c'est ça le truc. Je vous dis, ça reprend. Maintenant, ça reprend pas. Donc en fait, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer un peu ce qui arrive parce qu'il y a de belles choses qui arrivent. Rouen et Auray, c'est complet, c'est terminé. En fait. Je vous le dis, il faut s'adapter, hein, faut s'adapter. Donc ça fait plaisir, Vous êtes de plus en plus nombreux au rendez-vous, ça c'est magnifique. Après c'est Bordeaux en mai. Il y a 2 dates. Il y a Bordeaux le 17 mai à 20h et Troyes le 29 mai à 20h30. Donc ça va être super. C'est les 2 prochaines dates. On refait le petit tour parce qu'il y a des nouvelles dates qui arrivent régulièrement. Clermont-Ferrand le 6 juin, Nantes le 19 juin, Liège, on retourne en Belgique, ça va être sympatoche le 27 et 28 juin, Strasbourg en Alsace.
Là, c'est l'étape de montagne de la tournée. C'est la plus grosse salle de la tournée. Ça va être complètement dingue. C'est 500 places. Donc, on va faire une dinguerie. On va faire une dinguerie à cette date. Ensuite, ce sera Le Mans le 9 octobre, Metz le 17 octobre, La Rochelle le 24, Paris le 20 novembre et Genève le 13 décembre. Voilà le programme de l'année, les amis. De belles choses qui vous attendent pour se fendre la gueule. Voilà, c'est le plus important. Et on travaille sur 2026, donc on va aller dans plein d'autres coins encore, les copains, parce qu'apparemment, ça fait parler cette histoire et ça marche bien. Donc on est content, ça envoie fort et vous êtes au rendez-vous. Donc c'est que du plaisir, les amis. Alors, on y va un peu sur les actualités. Beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui et vous le savez, on a un gros sujet. On a un gros sujet qui vous attend. Un sujet qui, je pense, c'est la première fois. Je bats un coup de menthe poivrée parce que, bon, vous inquiétez pas, c'est pas de la cocaïne, j'ai toujours ça sur moi. Là, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. J'adore ça. J'adore ça, c'est super. C'est naturel, hein, ça fait plaisir. Et tout ce qui est maux de tête, maux de bide, si t'as un petit peu un coup de mou, hop, huile essentielle de menthe poivrée. Un coup de sniff et on est parti. Et ça coûte bien moins cher que d'aller chercher ça au dealer du coin. Donc ça fait plaisir. Mais c'est pas le sujet finalement. Donc voilà. Et Alzacowis dans le chat qui nous dit vivement contraint qu'au picon en Alsace. Ah ben j'y compte bien. Là, je peux te dire que ça va être une soirée. Elle va pas être piquée des flammes cuches, comme on dit par chez vous. Ça va être cocasse. Hein. Donc on va y aller plein badin. Les copains. Alors d'abord, quelques actualités. Quelques actualités pour l'échauffement, les amis. Vous l'avez peut-être vu. Hein, vous l'avez peut-être vu aujourd'hui, à la surprise générale. Alors là, mais qui peut dire qu'il s'y attendait? Qui peut dire que en France, pays de l'égalité, des droits de l'homme, ou selon que vous soyez noir ou blanc, la justice vous rendra... Faut voir, qui l'eût cru, BFM TV qui nous a dit ça, à 15h02, comme on dit dans le Sud, j'en suis toujours espanté. Écoutez-moi ça. On démarre donc avec cette toute dernière information qui vient de nous parvenir. Maxime Brandstetter, Pierre Palmade va pouvoir sortir de prison. La cour d'appel a donné son feu vert. Il va devoir porter un bracelet électronique. Oui, exactement. La cour d'appel, il avait été audiencé vendredi et la cour d'appel de Bordeaux, la chambre d'application des peines exactement, vient de lui accorder de sortir de prison, évidemment sous bracelet électronique. Il devrait donc sortir dans les prochaines heures, les prochains jours de la prison de Bordeaux-Gradignan où il était. Il aura des heures de sortie. Et donc voilà, il va sortir sous bracelet électronique. Pour rappel, il avait été condamné en novembre dernier à 5 ans de prison. Il avait été condamné à 5 ans de prison pour ce grave accident de la route sous l'emprise de stupéfiants. Une femme avait perdu son bébé à bord de ce véhicule. Donc Pierre Palmade avait demandé sa remise en liberté. Il était souffrant. Il affirmait qu'il ne pouvait pas tenir sous cette détention. Et donc il a obtenu ce feu vert en appel. Merci beaucoup Maxime Brandstetter. Voilà, quelle surprise, les amis. Pierre Palmade sort de prison sous bracelet. Alors, bon, à mon avis, même le bracelet, ça va durer 3 mois. Ils vont dire bon comportement en cellule. Mais il n'était pas en cellule. Oui, mais justement, il n'a pas créé de problème. Parce qu'il n'y était pas. Donc, c'est bon comportement. Hein, donc, je reste sur mon pronostic. Et je vous dis, en ce moment, j'ai la baraka. J'ai la baraka frite, quand on voit mon bide, mais j'ai la baraka tout court. Parce que j'ai du pif en ce moment. Il se passe des choses, je vous l'avais dit. Palmade, je vous annonce le livre d'ici 1 an, environ. À la mi-2026, on va avoir le livre, je sais pas, ça va s'appeler J'ai merdé, aux éditions Connard, tu vois. Et il nous dira, ouais, à quel point c'est dur. Il a fait l'expérience de la prison. Il a pris conscience de son erreur. Oh, il y aura écrit ça dans le livre. Il y aura écrit oh, désolé, j'avais pas vu. Si j'avais su, j'en aurais pris plus. Enfin, tu vois, on aura droit au livre. Je vous l'annonce, environ 1 an. Et il y aura un spectacle après. Il y aura un retour sur scène. Ça va être extraordinaire. Aujourd'hui, Éric Dupond-Moretti fait du spectacle. Donc, si tu veux, pourquoi pas Palmade? Genre, au point où on en est, pourquoi pas Palmade? Donc, je dis ça, je ris jaune en vérité. Je ris jaune, les amis. Mais une fois de plus, une nouvelle confirmation de ce qu'on peut redouter concernant l'état de la France, où tout est de plus en plus clair. Et c'est là où je trouve qu'il y a du positif dans le négatif. Tout est de plus en plus clair parce que, officiellement, nos élites n'ont plus aucun repère moraux, donc ils nous pissent au cul.
Tu vois, là, Daniel Cohn-Bendit a fait la tournée des plateaux pour son bouquin, où non seulement le mec est toujours là, mais ça fait des décennies. C'est un peu comme un mauvais herpès, tu t'y habitues, ça revient tous les 6 mois, tu vois, bon. Non seulement il est toujours dans le secteur, mais en plus, le mec vient se défendre sur ce qui était du complotisme jusqu'à présent, ses aveux concernant sa pédophilie assumée. Pédophilie au sens d'attirance sexuelle pour les enfants. Le mec, pendant des années, il fallait pas en parler parce que c'était complotiste, c'était tout ce que tu veux. Et il revient à la télé, non seulement il en reparle, on lui pose des questions, et après il te dit non, mais en fait, c'était de la provocation, les gens ont instrumentalisé contre moi, presque c'est lui qui deviendrait un défenseur des enfants. Donc, à partir du moment où c'est le monde à l'envers, bon, faut pas étonner de se faire prendre en levrette en permanence. Idéologiquement, on en est là. Donc, Pierre Palmade, si vous voulez, ça aurait même été étonnant qu'il ne le sorte pas. Ça aurait été étonnant. Parce qu'on n'est plus habitué à ça. Des membres des élites qui commettent ce genre de choses, élites politiques, culturelles, financières, économiques, ce que vous voulez, des membres des élites qui commettent ce genre de choses, ça passe. Ça passe. Sinon, ça pourrait créer une forme de jurisprudence bourgeoise. Encore un peu de marxisme à 2 balles, mais qu'il y ait une différence entre les élites et le peuple. Évidemment, vous croyez quoi? Non, mais voilà. Hein, si ceux qui en prennent conscience aujourd'hui, vous arrivez un peu après le train. Qu'il y ait une différence entre les élites et les prolos. Bon, ça, c'est normal. C'est la moindre des choses. Mais si tu commences à créer des différences entre les membres des élites, là, tu crées de la jurisprudence. Et les élites n'aiment pas qu'il y ait des différences entre elles. Tu vois, qu'elles écrasent les pauvres, oui, mais pas qu'elles s'écrasent entre elles. C'est ça l'injustice. Et ça, là, tu commences à créer de l'injustice. Donc, il faut toutes les brosser dans le sens du poil. Sinon, on s'en sort pas. Donc c'est vrai. Et il y a Eterniae dans le chat qui dit « Ça continue comme ça et le peuple va finir par faire justice lui-même ». Je pense que c'est le risque, en fait, in fine, qui attend ce genre de comportement dans une société malade sur le plan moral, c'est qu'à un moment donné, les verrous sautent. Tu sais, c'est, je sais pas, un peu comme les ballons, tu sais, les ballons que tu gonfles, là, les ballons de baudruche. Tu sais, tu souffles. Alors, ça peut s'agrandir à un niveau que tu n'imagines pas, mais à un moment donné, ça pète. Et ça pète dans un fracas assourdissant. Et c'est ça qui peut se passer dans notre société. C'est à partir du moment où quelqu'un du peuple va se retourner. Je ne le souhaite pas, évidemment, ce n'est pas un appel à la violence. Mais imaginez, dans le cas de Pierre Palmade, imaginez le père qui a perdu le père dont le fils est aujourd'hui handicapé suite à l'accident, le père lui-même qui est dans un état pas terrible suite à l'accident causé par Pierre Palmade. Imagine si ce mec-là se retourne. C'est pas le cas, je n'ai évidemment aucune information, c'est une hypothèse que je ne souhaite pas, c'est une hypothèse. Imaginez le traitement médiatique de l'affaire, où vous allez avoir toutes les cagoles des médias, les avocats médiatiques à 2 balles qui vont arriver en disant « Ah non, mais on ne peut pas faire justice soi-même, le contrat de citoyen, le respect de la République ». Là, ils vont tous sortir les trompettes parce qu'on a touché du bas vers le haut. Du haut vers le bas, tu peux, il n'y a pas de problème. Et je trouve ça assez sidérant. Mais ça risque d'exploser. Comme le ballon de baudruche, ça risque d'exploser tôt ou tard. Il y a Boya Lezuc qui dit dans le chat « T'es de mauvaise foi, Rémi, quand on est jugé pour ce qu'il a fait. On fait très rarement de la prison, elles sont pleines. Donc si tu n'es pas un danger pour la société, tu vas rarement en prison. Il y en a même qui sont des dangers pour la société et qui n'y vont pas. » Effectivement, alors ça je te rejoins tout à fait, sur l'impunité généralisée, à cause effectivement du remplissage des prisons, à cause de ce genre de choses. Maintenant, c'est peut-être du bon sens, hein, et c'est peut-être idiot de ma part, hein, je sais que c'est naïf et crétin, mais quand il n'y a plus de place dans les prisons, on en construit d'autres. C'est con, hein, c'est sûrement démago, d'extrême droite, tout ce qu'on veut, mais je pars du principe que bon, quand un hôtel marche bien et que tu n'as plus de chambre, tu fais d'autres chambres. Tu construis un autre hôtel à côté, tu te débrouilles. Les prisons, c'est pareil. C'est quand même dingue, si vous voulez, ces gouvernements successifs de droite comme de gauche, et qui se sont tous dit depuis près de 30 ans, il n'y a plus de place. Surpopulation carcérale, on ne sait pas où le mettre. Construisez d'autres, non, parce que on va alléger les peines. D'accord. Donc tu te retrouves, après c'est un grand débat et c'est pas celui du jour, donc on va pas se lancer dans des réflexions plus poussées, mais ça mériterait une belle partie d'émission de se poser aussi la question, on en avait déjà parlé d'ailleurs, rappelez-vous, concernant la peine de mort, que l'on doit à feu Robert Badinter, qui nous a quittés il y a peu.
La peine de mort a été une libération aussi pour les élites. C'était une libération morale de se dire la vengeance du peuple ne pourra pas s'exercer jusqu'à la peine capitale. Au sens étymologique, capita, c'est la tête. Donc la peine capitale, ça porte bien son nom quand on parle de la guillotine, par exemple. Donc le fait de supprimer la peine de mort, avec à grands renforts moral, oui, mais c'est super, la dignité humaine, c'est une société pas barbare et tout ça. Une société non barbare, déjà, elle consulte son peuple avant de prendre ce genre de décision sociétale, mais c'est un autre débat. Mais ça a été une forme d'allègement moral pour les élites qui ont pu se dire, quoi qu'on fasse, par exemple sur des faits de haute trahison, je parle des élites donc qui ont des responsabilités et qui se mettent face à un risque de sanctions à la hauteur de leurs responsabilités, si vous voulez, des sanctions proportionnelles aux trahisons potentielles. Donc par exemple la haute trahison, des faits de je sais pas, des scandales financiers, des scandales de pédocriminalité, si vous voulez, ce type de graves scandales qui existent dans toutes les couches de la population, bien évidemment, mais quand vous faites partie de l'élite, on attend de vous un comportement exemplaire, pour qu'il y ait une certaine exemplarité, que vous donniez envie aux autres concitoyens de suivre votre exemple. Bon, donc forcément, les peines sont proportionnelles, parce que vous êtes exemplaire, parce que vous êtes en haut de la pyramide, vous en assumez les conséquences. Ce qui tend à se perdre aujourd'hui, mais c'est là où le débat est un peu plus long et compliqué. Là, je vais vite. Mais le retrait de la peine de mort a pour moi été une libération, surtout pour les élites. Surtout pour les élites, parce que, à mon avis, c'était elle qui avait le plus à craindre de ce genre de peine. Donc, je pense que de manière moins lourde, moins importante, moins prégnante, la question de l'allègement des peines de prison va un peu dans le même sens. Dans la mesure où, pour les pauvres, pour les prolétaires, c'est une lecture vraiment très démago que je fais, et j'assume. C'est une lecture très démago, mais si vous voulez, aujourd'hui, quelqu'un qui a du mal à joindre les deux bouts, qui a plus de pognon, qui est en mauvaise santé parce qu'il peut pas se payer des soins, tu lui dis tu vas en prison, il a peut-être une meilleure condition de vie qu'à la rue, tu vois. Donc pour les pauvres, pour le bas de la société, la prison n'est pas forcément la pire des issues. Par contre, pour les élites, oui. Pour les élites, c'est chiant. Donc le fait que, et on le doit notamment à Christiane Taubira, sous François Hollande, les peines de moins de 2 ans de prison ne soient pas exécutées, les peines de prison ferme ne soient pas exécutées, qu'il y ait des dispositifs de bracelet, de tout ce que vous voulez, de résidence, d'assignation à résidence que vous voulez. Au fond, ça permet aussi aux élites de se cacher derrière. C'est ce qu'on dit là. De dire, oui, mais Palmade, il va pas aller en prison, les autres n'y vont pas. Sauf que je considère sincèrement, et c'est que mon avis, que le pouvoir qui est donné aux élites est aussi un pouvoir d'exemplarité. Et qu'en cas si jamais les membres des élites contreviennent à la loi, dépassent le cadre de la loi, leur peine doit être proportionnelle au pouvoir que leur donne la société, à la responsabilité que leur donne la société. Donc ça ne me choque pas que des membres des élites soient davantage sanctionnés que des membres du peuple. Parce qu'un prolo qui est caissier chez Lidl, il ne va pas détourner 10 millions d'euros. Il peut pas, en fait. Il n'en a pas les capacités, si vous voulez. Il n'en a pas la responsabilité. Donc, quand un ministre détourne 10 millions d'euros et qu'on vient vous dire « Ah oui, mais tout le monde doit être jugé à égalité », mais c'est pas possible, parce qu'un prolo ne détourne pas 10 millions d'euros. Ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est là où ces débats m'énervent un petit peu. Et je pense que cet allègement de la justice, cet allègement de la sanction, profite surtout à la bourgeoisie. Voilà, je vous le dis vite fait. En vrai, on pourra le développer un peu plus longuement avec des exemples de bouquins, tout ça, des sources plus sérieuses. Là, je le prends très vite. Mais je trouve que c'est une réflexion à mener et qui va dans le sens, en fait, de dire « Ouais, mais Palmade, il va pas en prison, les autres n'y vont pas. » Je trouve ça scandaleux. Mais ça n'est que mon avis, évidemment. Et Phil, entre autres, qui dit pas d'accord du tout. Dis-moi pourquoi, on peut débattre un petit peu encore. Après, j'ai une autre actu et on ira sur le gros sujet du jour. N'hésite pas à me dire, Phil, entre autres, qu'on papote. C'est intéressant, voilà, sans évacuer le débat. On en reparlera plus longuement. Et je trouve ça chouette quand même d'avoir de la contradiction. Anarchy08 qui dit Rémi regarde les propos de Balkany lors de son premier jour d'incarcération. Il s'est plaint de son repas et l'a jeté à la poubelle. Voilà, complètement. Mais c'est la preuve. C'est la preuve que les élites ne sont pas censées vivre ça. Notamment les élites politiques passent sur les plateaux TV à te dire ce qu'il faut faire en prison, ce qu'il ne faut pas faire. Mais elles s'en foutent. Elles ne comptent pas y aller.
Et quand Balkany y est allé, il s'est dit putain, ah ouais, en fait, d'accord. En fait, c'est ça, donc sortez-moi de là immédiatement. Et il a pu, pour raison de santé, il a dansé le jour même ou le lendemain à la fête de la musique, on s'en rappelle. Camini33 qui dit je vais être cash, sans peine de mort, on n'enlève pas les humains nuisibles et dangereux. Si un jour il y a une anarchie ou catastrophe, les mauvais survivront. Bayard92, Rémi, tu as déjà eu ce discours, tu disais un vol est un vol, mais c'est l'importance du vol qui déterminera la peine pénale. Je pense que c'est l'importance du vol et de celui qui a commis le vol, selon le niveau de responsabilité, selon le niveau de récidive, et que, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, sûrement maladroitement, quand une société confie du pouvoir, des responsabilités, voire de l'argent à des personnes, parce que là encore, c'est peut-être de la démagogie et ça mériterait de creuser de manière précise et rigoureuse, mais même nos élites culturelles sont là parce que la société tout entière leur a permis d'être là. Euh, on pense par exemple aux acteurs de cinéma, sans les subventions publiques qui sont des argents qui sont des sommes d'argent qui engagent toute la société, sans cet argent-là, ces célébrités ne le seraient peut-être pas. Donc il y a une forme de redevance d'une certaine manière. Ils sont redevables. Mais bon, un jour on prendra le temps de développer ça. Je vais trop vite et c'est maladroit tout ce que je vous dis. Je reprends le message de Philanthrope quand même, parce qu'on papotait, qui dit jamais aucune élite n'a été condamnée à mort, ni même inquiétée par. C'est sur le bas peuple qu'elle s'est appliquée. Oui, non mais ce qui et je ne vois pas pourquoi on serait en désaccord. Je pense que ça tend à valider ce que je te dis. C'est que les élites appliquent ce genre de loi, mais en ne pensant jamais y être soumis. Donc, je suis d'accord avec toi que la plupart des peines de mort ont été commises sur des gens du peuple. C'est la preuve que, si tu veux, ces élites l'ont écarté, non pas pour protéger le peuple. Pour moi, c'est définitivement pour se protéger elles. Mais c'est un autre débat. Donc voilà les amis, on y reviendra. Si c'est un sujet qui vous intéresse, on y reviendra bien sûr, les copains. Une autre actualité. Alors pareil, je vous dis en ce moment, vous m'appelez Nostramilieu. Moi, j'en ai marre. Vous m'appelez Nostramilieu parce que j'ai un pif en ce moment. Mais c'est. Je dis pas que j'ai le boulard. Je dis juste que je vois tout avant tout le monde. Non, je rigole. Non, peut-être pas quand même. Peut-être pas du tout d'ailleurs. Mais un autre petit débat sympatoche qui valide en vérité ce qu'on pouvait sentir, hein, ce qu'on pouvait flairer depuis la condamnation de Marine Le Pen. Regardez ce que nous dit le Figaro, aujourd'hui sous la plume de Guillaume Tabar. En cas d'appel négatif à l'été 2026, Marine Le Pen n'attendrait pas le verdict de la cassation pour passer le relais à Jordan Bardella. Un congrès du RN serait alors organisé à la rentrée 2026 pour le désigner officiellement. Quelle surprise! Quelle surprise! Est-ce à croire que les cadres du RN ont pris leurs propres électeurs pour des abrutis en nous racontant pendant une semaine, après la condamnation de Marine Le Pen, que le plan Bardella n'avait pas du tout été imaginé en cas de condamnation et que c'était le plus grand des hasards que Bardella soit dans le secteur pile poil au moment de la condamnation? Et qu'est-ce qu'on apprend? Ah ben, il y a un passage de relais qui est envisagé en cas d'appel négatif. Ah ben, quelle surprise! Quelle surprise! Donc, si vous voulez que le RN mente aux journalistes et aux autres électeurs, on s'en fout. C'est pas le problème. Mais le RN est en train de mentir à leurs propres électeurs. Et ils le savent très bien que Bardella va y aller en 2027. Ils le savent très bien. Notamment parce qu'il aura plus de chances de gagner que Marine Le Pen. Et ça, j'en suis certain, par rapport à l'électorat jeune, par rapport à sa position avec Israël, qui a été d'ailleurs, on ne peut plus clarifier ces dernières semaines, par rapport à son ancrage dans le système pro-UE, donc l'alignement avec l'OTAN. Et Marine Le Pen, sur le plan symbolique, de par son nom de famille, ne valide pas ces cases-là. On aura toujours une suspicion sur son rapport à l'antisémitisme. On aura toujours une suspicion sur son rapport à l'Union européenne. En témoignent ses positions jusqu'en 2012, la ligne Philippot du FN puis du RN, qui envisageait une sortie de l'Union européenne. Et Marine Le Pen suscitera toujours le doute quant à son alignement avec les Américains. Elle n'est pas assez maîtrisée et maîtrisable par le système. On redoute toujours un changement de pied de la part de Marine Le Pen, qui a brillé par son inconstance dans ses idées les plus fortes, normalement. Donc, comme elle n'est pas assez maîtrisable par le système, comme elle n'est pas assez alignée, le plan Bardella est une évidence, mais depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Donc, vraiment, le RN, je le redis et j'insiste là-dessus, c'est souvent la même chose. Quand je taille LFI, c'est pas pour le plaisir de tailler LFI. C'est d'abord par empathie pour les électeurs d'LFI, qui se font prendre pour des jambons. Et les électeurs ne sont pas des jambons en soi, mais on est tous aveuglés à un moment donné par la confiance qu'on met dans un projet politique.
C'est tout simple. Quand quelqu'un a du mal à gagner du pognon à la fin, qui va attribuer la cause de son manque de pognon ou la cause de sa situation à un phénomène exogène, donc pour l'extrême droite, ça va être l'immigration, pour l'extrême gauche, ça va être les grands patrons, je caricature à peine. Ben, quand vous avez un politicien qui arrive qui dit bah, si moi je gagne, ben, les grands patrons, on va les taxer. Et de l'autre côté, si moi je gagne, ben, on va virer les musulmans. Bon, bah, en fait, l'électeur, il se dit, bah, ça peut régler mon problème. Il y a un bouc émissaire, lui, il me parle de mon bouc émissaire, donc je vais voter pour lui. Et in fine, l'électeur, il le prend toujours dans le bulbe, parce qu'en fait, bah, il s'est fait baiser. Il s'est fait baiser, mais la volonté de s'en sortir a pris le pas sur la lucidité. Et c'est pour ça que j'en voudrais jamais aux électeurs. Et le coup du RN qui nous explique que ah bah, finalement, ce sera peut-être Bardella, ce sont d'abord les électeurs qui sont pris pour des cons. Ce sont d'abord les électeurs du RN. Les autres, je m'en fous. Ceux qui n'aiment pas le RN, cette information, ça va rien changer pour vous. Mais les électeurs du RN, ça vous démontre qu'on vous prend pour des bœufs depuis la condamnation officielle, parce qu'en vérité, c'était déjà le cas avant, on vous prend pour des bœufs sur la candidature de Bardella. Ils ont déjà anticipé le bordel. Et ça m'embête. Et ça m'embête un petit peu, les amis. Donc, je voulais rebondir là-dessus, les copains. Et j'ai hâte du débat de l'entre-deux tours entre Bardella et Gabriel Attal. Il y aura un côté Jeff Panaclock, sauf qu'on ne sait pas qui fera la marionnette et qui aura le bras. Voilà. Donc, voilà. Vous continuerez cette blagounette. Alors, les copains. En plus, la transition est pas mal. Je prends quelques messages là-dessus et après on enchaîne. Psytech69FR qui dit Bardella fera Bardella. Attends, j'ai rien compris. Je lis. Bardella fera Bardella Pala à l'entretien de l'entre-deux tours, car juste avant, il y aura un scandale sur lui. Ah oui, ok, par rapport à 2027 qu'il se fasse griller. Je pense même pas. Franchement, je pense même pas. Je vais pas divulgacher tout ce que je comptais vous dire aujourd'hui sur cette grande analyse. Je suis peut-être en train de créer une attente trop grande, mais on va voir. Chouchou Earth in Pieces qui dit oh, j'ai fait la même blague aujourd'hui, mais avec Tataillé, le choc des générations, ça c'est vrai. Ouais. Servietsky 2048, moi ça m'énerve les gens qui confondent l'anarchie à cogérance partagée, qui doit remplacer le patronat par le populariat et l'anarchie punk qui incarne injustement une société sans loi. Anarchie 08, je dirais plutôt une nouvelle version du débat Jospin-Chirac. Charles Max 331, t'es malhonnête sur Bardella, il est fort en juin 2024, je trouve. Je pense que t'es un troll, Charles Max 331, je suis désolé de dire ça, mais j'en arrive. J'ai mis tous mes neurones sur le coup, on était 8. Je pense que t'es un troll. C'est pas un troll. C'est pas possible qu'à chaque fois, bon, après, c'est ton point de vue, y a pas de souci. Dark 76, faut être bien dupe pour imaginer que le plan Bardella n'avait pas été pensé depuis longtemps. Je suis bien d'accord. Phil Goudon, il n'y a pas que ça. Si la LFI était au pouvoir, Vancorex ne serait pas vendue aux Chinois, mais nationalisée temporairement, le temps qu'elle soit reprise par ses salariés. Peut-être. Là, vraiment peut-être. Mathieu Flex, Bardella sera comme le système en place, rien ne changera, les électeurs seront trahis. Et Charles Max 331 qui dit non, je suis très sérieux, et ben tant pis, courage, c'est surtout ça que j'ai envie de te dire, courage. Courage à toi. Et Johnny Pepper, ça j'aime bien, j'aime le mot Pepper, ça c'est sympa ça. Qui dit Bardella va se faire massacrer au présidentiel, il n'a pas les épaules. Alors, je suis pas en désaccord avec toi, mais le problème c'est qu'il faut imaginer les candidats qu'il y aura en face. Et il y aura un concours de gens sans épaules. Donc si tu veux, c'est comme un 100 mètres avec des cul-de-jatte, t'en as un qui arrive premier, mais ça met des plombes, quoi. Donc ouais, ça me fait peur. Blueby 3, on mange la même lessive depuis 40 ans, la droite contre la gauche, puis l'extrême droite contre l'extrême gauche, et rien ne change, et on se demande pourquoi. Anthony M49, j'ai l'impression qu'en France, on ne vote pas pour un président, mais surtout pour que Le Pen passe pas principalement, et on en voit le résultat aujourd'hui. Pour dire la vérité, peu importe qui votait, je suis pas certain que ça changerait grand-chose. Donc les amis, tout ça en vérité nous emmène naturellement sur le grand sujet du jour, qui est directement lié à ça. Les copains, on va aller sur le gros sujet, sur le gros débat du jour. C'est une thématique que je voulais traiter depuis longtemps. Après, hop là, tac, voilà. Après les gauchistes, place aux droitards. Alors, ça faisait longtemps que ça me chatouillait le nez de vous parler de ça, les amis, mais je voulais le faire dans un format long.
On va prendre le temps aujourd'hui, ça va durer des plombes. Il y aura un peu des blagues, mais ça va durer des plombes parce que c'est bien par moment d'essayer de poser une analyse, quitte à redire certaines choses. Une analyse qui vaut ce qu'elle vaut, elle n'est le fruit que de mon avis, que de mon cerveau, que de mes idées. Donc je la mets sur la table et le but c'est de susciter le débat pour savoir précisément sur quoi vous êtes d'accord, sur quoi vous n'êtes pas d'accord et que ça puisse nourrir l'argumentation, que chacun puisse renforcer ce qu'il pense ou pas. Ça me semble important. Donc, les amis, je vous le dis en préambule, comme ça on est peinard, c'est une réflexion qui ne va faire plaisir à personne. C'est ça qui me plaît. On est chez Juste Milieu, tout le monde va manger plus que jamais, et surtout les droitards qui pensent aujourd'hui être à la relève de la France, les héritiers directs de Jeanne d'Arc évidemment, qui sont là pour chasser les cheveux bleus et sauver la France de l'emprise des affreux gauchias. Donc ça c'est un petit peu l'état des lieux, si vous voulez. Et donc, quelques avertissements avant le décollage, avant de développer les amis, sur les termes que je vais utiliser. Pour moi, gauchiste et droitard, je le dis avec le plus profond mépris, si vous voulez, que je peux avoir, parce que ce sont des cases de gens aveuglés volontairement. Ce qui est pour moi le pire dans une société, de gens qui ne sont jamais en mesure de remettre en cause ce qu'ils pensent, non pas de changer d'avis, pas du tout, mais juste d'être capable de défendre des idées, de défendre une idéologie, en reconnaissant par moments ses mauvais côtés. Mais ce qui n'empêche pas de rester convaincu et de garder son idéologie. Donc wokistes et droitards, pour moi, ce sont des gens qui sont à un niveau de négation du réel, si vous voulez. Comme si Mimi Mati se disait, tiens, je vais finir pivot des Lakers. Bon, à un moment donné, c'est terrible, mais c'est comme ça. Donc gauchistes et droitards, j'utilise volontairement ces idées-là, et qu'on soit bien d'accord, je n'ai ni la prétention de vous faire changer d'avis, ni la prétention de vous dire pour qui voter. Je veux juste essayer d'établir un état des lieux contre la négation du réel qui fut celle des gauchistes et qui est aujourd'hui celle des droitards. Donc, on va y aller. Je ne vais pas prendre des précautions pendant 2h30 non plus. On va y aller avec cette analyse que je vous propose aujourd'hui concernant ce nouveau piège qui, selon moi, est tendu aux peuples occidentaux. Alors, quelques rappels. Quelques rappels sur les premières secousses avant d'arriver à la situation actuelle qui nous concerne directement en Europe puis en France. Les premières secousses que l'on a entendues, que l'on a même constatées sur cette inversion idéologique, ce changement de paradigme idéologique. Je vais souvent utiliser cette expression. Comment un paradigme idéologique, donc si vous voulez une idéologie dominante, a été grand remplacé, si j'ose dire, par une autre, en l'occurrence les gauchistes par les droitards. On a eu le cas Meloni. Ça a été la première secousse, on était du côté des rois de la pasta, avec Meloni, donc mécanique classique du système, où on nous disait, mon Dieu, l'extrême droite, l'héritière directe de Mussolini, les chemises brunes. Donc si vous voulez, Meloni a été présentée comme une sorte de Mussolini avec un brushing blond. Mais jusqu'à présent, on était habitué à ce que les médias, un peu comme dans l'histoire de Pierre et le loup, se mettent à hurler en disant « au loup, au loup, au loup », sauf que le loup a vraiment gagné. Sauf que le loup est vraiment arrivé au pouvoir. Meloni a gagné. Elle a pris le pouvoir en Italie. Et on a compris à ce moment-là que le loup n'était pas si méchant. On se rappelle par exemple ce qu'avait dit Ursula von der Leyen à la veille des élections en Italie. Elle avait dit « Nous surveillons de près le résultat de l'Italie et nous serons prêts à prendre les moyens nécessaires si besoin ». Ce qu'avait lourdement sous-entendu Ursula von der Leyen, donc la reine des neiges de la Commission européenne. Sauf qu'en fait, les deux sont devenues copines comme cochonnes. Aujourd'hui, elles s'entendent très bien. On a compris que Meloni, alors, n'aime pas trop ce qui est basané, mais l'alignement américain est bien présent. Donc, l'alignement avec l'UE, la soumission à Bruxelles est bien présente. Donc, si vous voulez, c'est un loup dompté. C'est un loup à qui on a taillé les dents. Donc, en fait, on s'est rendu compte avec cette première secousse européenne, on va dire, que ce que les médias annonçaient comme le grand retour des années 30, finalement, il y avait deux possibilités. Soit c'était vrai et l'Union européenne s'en accommodait très bien, ce qui devrait profondément nous inquiéter sur les racines de l'Union européenne, du projet européen. Soit c'était faux et on nous a banané pendant des décennies en expliquant que le retour de l'extrême droite allait être terrible, alors qu'en fait pas tant que ça. Donc les deux possibilités, si vous voulez, c'est face tu perds, pile je gagne. C'est un petit peu compliqué. L'autre secousse qu'on a eue, ça a été en Argentine. Donc on quitte le territoire de l'Europe et on a eu Javier Milei, donc une sorte de mélange bizarre entre un rocker et un éleveur de bœuf argentin. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Le mec a des rouflaquettes. Moi, c'est ça qui m'a mis sur la piste. Depuis Maxime Médard, pour les fans de rugby, la rouflaquette a été arrêtée normalement. Et là, on a eu un
un Maxime Médard sauce chimichurri qui a déboulé au pouvoir en Argentine. Un homme curieux, Javier Milei. Hein. Je vais vous trouver un article pour vous montrer, sourcer quelques éléments que vous pourrez retrouver comme d'habitude. Javier Milei qui a cette particularité d'être conseillé par son chien mort. Hein, c'est pas moi qui le dis. Le journal lematin.ch, donc un grand quotidien suisse. Hein, je vous lis, Javier Milei est devenu président de l'Argentine grâce à son chien mort. Par l'intermédiaire d'un médium, le dog anglais a confié à l'économiste ultra-libéral la mission d'être élu à la tête de son pays. Voilà. Donc si vous voulez, normalement, je m'arrête là. Hein. Pour vous dire que le mec est complètement fêlé, normalement, on s'arrête là. Quand tu es conseillé par ton chien mort, bah, on rigole et on se casse. Tu vois. C'est pas on vote pour toi, en fait. Mais si, il a gagné. Il a gagné, il est devenu... il a pris le pouvoir en Argentine. Et c'était une deuxième secousse très intéressante. Parce que quand je vous parle d'aveuglement volontaire, là, on est en plein dedans. Parce que quand Joe Biden serre la main à des fantômes, Javier Milei, qui est conseillé par son chien, mort, ça vaut pas mieux, en fait. Et c'est marrant, parce que Joe Biden, c'était grave. Et Javier Milei, les droitards te disent aujourd'hui, il est super. Et pourquoi il est super? Je vais creuser un petit peu le truc. Pourquoi il est super? Il est super parce qu'il lutte contre la gauche. Il lutte contre les gauchistes, contre les gauchias, contre les cheveux bleus, contre les sans-chaussures. Vous trouvez le nom que vous voulez. Et comme il lutte contre la gauche, bah, il a raison. Et ça vaut tous les sacrifices. Ça vaut tous les sacrifices, notamment des coupes dans les dépenses sociales, des coupes drastiques dans les dépenses sociales. Et ça vaut aussi de belles récompenses. Parce que Javier Milei, depuis bientôt 2 ans qu'il est au pouvoir, il a mis en place un programme économique très rude, très drastique, ultra-libéral, c'était écrit dessus, programme conseillé par son chien mort, je le redis. Et donc, Javier Milei vient d'être récompensé. C'est tout frais au moment où je vous parle, ça date du 12 avril. Javier Milei obtient pour 42 milliards de dollars d'aides internationales. Le FMI, la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement ont débloqué des aides inattendues pour soutenir l'économie argentine. Donc, deuxième secousse, deuxième personnage que le système nous présente comme un original, bizarre, peut-être anti-système, et qui finalement est très gentil. Et qui fait exactement ce qu'il faut pour obtenir des aides du FMI et de la Banque mondiale. Donc, pour un anti-système, c'est pas le plus vilain. Voilà, c'est pas lui qui va te frapper. Donc, deuxième secousse intéressante. Alors, je vais lever une objection tout de suite parce qu'on me dit, j'ai déjà entendu plusieurs fois, oui, mais ça marche. La situation économique en Argentine, ça marche, ça donne raison à Javier Milei. Alors, j'ai trouvé une note de l'Institut Montaigne, donc vraiment un institut économique français libéral jusqu'à la moelle, géré il y a quelques années en arrière par Laurent Bigorgne, proche d'Emmanuel Macron, qui s'est fait chipper pour une histoire de drogue. Alors, tous les chemins mènent au 3MMC, et il y a une note très intéressante sur la situation économique en Argentine, pour vous donner quand même quelques chiffres, et notamment pour ceux qui nous expliquent que tout va très bien en Argentine, et que quand on coupe dans les dépenses sociales, en fait, tout va bien. Ce qui préfigure l'exemple américain, j'y reviens dans quelques minutes. On nous dit, pour vanter les mérites de la politique de Javier Milei, je le redis, conseillé par son chien mort, l'inflation est tombée à moins de 3% par mois. La pauvreté commence à baisser. C'est souvent ce qui revient dans les arguments pour dire Milei a raison de combattre la politique gauchiste qui dépensait de l'argent à corps et à cri. Bon, tu lis un petit peu le truc, dans les belles nouvelles, le gouvernement a réussi à dégager un surplus budgétaire dès les premiers mois de 2024 qui a atteint 357 millions de dollars en novembre 2024 pour une réduction totale des dépenses publiques de 35% en 2024. Le gouvernement a aussi réduit de plus de 76% en 2024 les transferts aux gouvernements régionaux, plongeant les régions les plus pauvres dans une situation financière grave. Merde. Là, déjà, ça se corse. Tu dis, oui, mais attends, à quel prix? À quel prix il a relevé certaines données économiques? Alors, à quel prix? Faut bien lire l'article, il faut aller très bas pour comprendre. Alors, la pauvreté a baissé. Ça, c'est vrai. Je vais vous donner quand même les chiffres. La pauvreté, après avoir augmenté au premier trimestre 2024 pour englober 52,9% de la population, a baissé au dernier trimestre 2024. Elle représente désormais 38,9% de la population, un niveau plus bas que la moyenne de 2023. Donc, dans un premier temps, la pauvreté a augmenté. C'est pour ça que ceux qui vous disent aujourd'hui Milei a fait baisser la pauvreté, il l'a fait baisser après l'avoir augmentée. Donc ça, c'est quand même intéressant à remettre en perspective. Et après, il y a des sondages, ça vaut ce que ça vaut, et des sondages qui expliquent que 71% des Argentins disent ne pas apprécier l'attitude agressive du président. Ça, c'est pour les quelques données que je voulais mettre en avant pour comprendre que
c'est loin d'être le paradis, ce qui se passe avec Milley. Et que il faut se rappeler l'exemple de Margaret Thatcher, où dans un premier temps, tout le monde était content de l'arrivée de la libérale Thatcher, qui faisait exactement le même genre de mesures, notamment sur des coupes sociales, réduction du budget de l'État et compagnie. Donc c'était dans les années 80. Et c'était exactement la même chose. Regardez ce que ça a donné Margaret Thatcher à la fin de son mandat. On y reviendra là-dessus, sur les faux espoirs et la logique d'homme providentiel, ce qui n'a absolument rien de nouveau. Donc, on avance. Ça, c'était pour les 2 premières secousses. La troisième secousse, la plus massive que nous ayons ressentie là, ces dernières semaines, c'est Trump. Évidemment, le retour de Donald Trump au pouvoir, la concrétisation, si vous voulez, de ce changement de paradigme idéologique où ça y est, on a eu Trump une première fois, Biden est venu, vous avez bien vu, les démocrates, c'est nul, on va vous remettre des républicains. Alors, Trump est revenu plein badin, plein gaz, full benzine, avec, de prime abord, de belles choses. Oui, ça ressemblait à une victoire du peuple. Évidemment, on rappelle quand même la découpe de qui avait voté pour qui dans le duel Trump-Harris aux élections 2024. Et on se rappelle qu'il y avait des changements très intéressants. La population noire, le vote de la population noire qui avait augmenté concernant les républicains, qui n'avait pas forcément beaucoup baissé concernant les démocrates, mais quand même. Le vote des femmes, le vote des latinos. Donc on a eu un changement assez fort du peuple qui a voulu se faire entendre, et même des démocrates qui ont dit on va voter républicain parce qu'on en a marre de vos dérives woke, de vos délires. Donc il y avait bien sûr de belles nouvelles. La démonstration que les démocrates américains s'étaient embourgeoisés, que les démocrates étaient devenus en vérité des gens de gauche pour les urbains écolos de gauche, dans les grands centres, et qu'ils avaient abandonné le peuple, la même trajectoire qu'en France, avec l'abandon de la gauche socialiste, qui abandonne les ouvriers, qui donc se détourne du socialisme pour aller vers l'extrême droite notamment. Le vote ouvrier n'a jamais été aussi haut pour l'extrême droite lors des présidentielles 2022. On est, je crois, autour même de 50%, c'est assez colossal. Donc, si vous voulez, cette troisième secousse, la plus majeure, elle est pleine de bonnes nouvelles. Et à ce moment-là, je refais un peu le fil, je vous l'ai dit, quitte à répéter des choses que j'ai déjà dites, mais c'est pas grave, je vais vous livrer une analyse complète. Avec Trump, il y avait plein de belles choses, je le redis, évidemment. Et il y avait des belles promesses. Il y avait des belles promesses surtout. Il y avait des belles promesses, on nous disait l'arrêt des guerres, la lutte contre l'État profond, le déclassement des affaires, la lutte contre Big Pharma. Il y avait plein de belles choses. Il y a plein de belles choses avec le retour de Trump. C'était même assez fou. Et pour le coup, et je suis plutôt content d'être à peu près cohérent. Ça clignote, ça casse les couilles. Je peux pas le baisser un petit peu. Bon, on va voir. Ça clignote, c'est la lumière qu'on a dans le bureau, elle est déglinguée, ça clignote. C'est normal, vous inquiétez pas, c'est pas votre écran, c'est pas grave. J'ai pour preuve, si vous voulez, la vidéo que j'ai faite chez Idriss Aberkan il y a 1 mois et demi maintenant. Je crois que ça date. Ça date. Je vous renvoie vers cette vidéo pour que vous puissiez écouter ce que j'avais dit à ce moment-là concernant la prudence qu'il fallait avoir. Voilà, c'est cette vidéo-là. Cette vidéo-là qui est sortie le 24 janvier 2025. Ça va faire 3 mois maintenant. Et je vais vous redire exactement ce que j'avais dit à ce moment-là. C'est-à-dire, attention à l'emballement autour de Trump. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est le bon vieil adage. Donc je vous renvoie évidemment vers cette vidéo pour vous dire que j'essaie d'être cohérent et que je ne change pas mon fusil d'épaule en fonction de ce qui m'arrange et du nombre de vues que je peux faire sur YouTube. J'en ai absolument rien à foutre et la cohérence prime sur le reste. Donc j'avais dit déjà à ce moment-là, et je le redis aujourd'hui, quand Trump est arrivé au pouvoir, on promettait l'arrêt des guerres. Vous avez vu aujourd'hui où on en est. Sur l'Ukraine, on a quand même compris que l'intérêt numéro 1 de Trump était de signer un deal concernant l'exploitation des ressources minières avec l'Ukraine et qu'il était prêt à continuer à envoyer du matériel militaire contre signature de ce deal. Donc en vérité, la question de la paix, il n'en avait rien à foutre tant qu'il y avait une exploitation. Make America Great Again, on est dans la logique, mais pour bien comprendre que Trump n'est pas non plus le Mahatma Gandhi dans cette affaire. C'est pas non plus le faiseur de paix. En Palestine, on nous a dit qu'il allait arrêter la guerre. Bon, aujourd'hui, depuis, Trump a parlé d'un projet de Riviera du Moyen-Orient. Donc, on est sur une volonté de déplacement de population, ce qui est un crime de guerre. Donc, il y a évidemment, tout roule. Personne n'est monté au créneau chez les pro-Trump pour expliquer que c'était un scandale. On est sur un alignement complet avec les intérêts sionistes. Je dis bien sionistes, je ne dis pas israéliens. Donc, là, Trump l'a parfaitement démontré. Parfaitement démontré que la guerre en Palestine durera jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. Trump a donné les objectifs qui étaient visés, cette histoire de Riviera. Donc c'est on ne peut plus clair, si vous voulez.
Euh, Ensuite, on nous a parlé de la lutte contre l'État profond. Bon. On a autour de Trump Scott Bessent, qui est le patron du Trésor américain. On a beaucoup parlé de lui avec cette histoire de mini crack boursier qu'il y a eu suite aux fortes hausses des droits de douane imposés par Donald Trump, ce qui a fait un mouvement bancaire qui aujourd'hui est suspecté d'ailleurs de conflit, hein, qui est aujourd'hui suspecté de délit d'initié très exactement, et de gens autour de Trump, déjà millionnaires voire milliardaires, qui auraient fait de juteuses opérations boursières grâce à cette manipulation, qui est une manipulation anticipée de Donald Trump et son entourage, qu'on soit bien d'accord. Et aujourd'hui, il y a au niveau de la justice américaine, il y a une action qui va être mise en place pour étudier ça et voir si des proches de Trump ne se sont pas enrichis grâce à cette manipulation des marchés. Donc il faut quand même le rappeler. Si Biden avait fait ça, on aurait hurlé au loup. Il faut être cohérent. Donc pour revenir sur cette histoire de lutte contre l'État profond, déjà, on pourrait lier cette manipulation boursière à l'État profond. Si Biden avait fait ça, je suis certain qu'on aurait fait le lien. Et ensuite, il faut regarder l'entourage de Donald Trump. Vous avez ce Scott Bessent dont je vous parle, qui est un ancien de chez George Soros. Donc là encore, si le directeur du Trésor sous Biden avait été un ancien de chez George Soros, on aurait hurlé légitimement en disant « Vous avez vu, l'État profond est autour de Biden ». Donc il faut le dire avec Trump, sinon on est malhonnête. C'est un peu le fil rouge de cette vidéo, c'est d'être cohérent. C'est la cohérence qui est aujourd'hui peut-être le plus dur. On a autour de Donald Trump une forte présence sioniste, mais assumée. Hein. On pense par exemple à l'ambassadrice américaine à l'ONU, l'ambassadeur américain en Israël. Je vous invite à regarder qui sont ces gens-là. Vous avez des gens qui parlent de Judée-Samarie, par exemple, qui ignorent volontairement le terme de Palestine. Vous avez des sionistes aguerris, ce qui valide aujourd'hui la position américaine concernant la situation en Palestine. Ensuite, dans les promesses qui ont été faites et qui pour l'instant ne sont pas assumées, on avait le déclassement des affaires de l'assassinat de JFK et surtout de l'affaire Epstein. Ça s'est dégonflé, comme je vous l'avais dit. C'est pas une question de prévision, c'est que c'était fortement anticipable, si j'ose dire. Epstein, il y a un premier dossier qui a été publié, qui a été rendu public par l'état-major Trump, qui a été dévoilé auprès de médias alternatifs notamment, et ils sont sortis avec un dossier qui était caviardé encore plus que ce à quoi on avait eu accès jusqu'à présent. Donc, Trump, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, a manipulé la cause de la pédocriminalité. Il a manipulé l'affaire Epstein pour se faire élire. Donc, je trouve que c'est tout à fait scandaleux, évidemment. On a la lutte contre Big Pharma, qui devait être menée par, là encore, M. Kennedy Jr. On n'a pas de nouvelles. On n'a pas de nouvelles là-dessus. Alors, sur cette histoire des promesses non tenues, je redis ce que je vous ai dit il y a 2 mois chez Idriss, à Berkane, et ce que je vous ai dit dans le Juste Bistro plusieurs fois. Pour l'instant, cela me pousse à la prudence. Maintenant, Trump ne va évidemment pas tout régler en 2 semaines. On est d'accord, on est évidemment d'accord. Donc il faut avoir la prudence de laisser le temps au réel et le temps aux promesses de se concrétiser. Cependant, je rappelle qu'on avait dit pareil lors du premier mandat, et qu'un premier mandat n'a toujours pas réglé certains dossiers qui avaient fait l'objet de promesses électorales. Donc moi je veux bien qu'on temporise, mais à force de temporiser, vous allez surtout vous aveugler. Et aujourd'hui, quand on voit, par exemple, sur la situation israélo-palestinienne, la destination que cela prend, on voit bien que la promesse ne sera pas tenue et qu'il n'y aura pas d'arrêt de la guerre, ou alors avec le déplacement de population promis. Donc ce sera un arrêt de la guerre, mais peut-être pas dans les conditions imaginées. Donc moi, tous ceux qui m'expliquent, oui, mais il faut attendre, il faut laisser le temps, au bout d'un moment, ça prend la forme d'un aveuglement volontaire. Et que vous avez aussi peut-être le droit de considérer l'option que vous vous êtes fait duper. C'est possible aussi. Et je pense que toutes les options sont sur la table, mais c'est trop facile de dire à chaque fois, il faut lui laisser le temps, il ne pourra pas tout régler en à peine 1 an, puis en à peine 2 ans, puis en à peine 3 ans, puis en à peine 4 ans. Aujourd'hui, on dit, on n'est même pas aux élections de mi-mandat, puis après on dira, oui, mais il n'a pas eu le temps parce qu'en fait, il y a eu d'autres choses. Bon, c'est peut-être un petit peu facile, mais on verra. Je l'ai toujours dit et je le redis. Soyons prudents. Pour l'instant, les promesses n'ont pas été tenues. Ça n'est pas une conclusion définitive. Attendons de voir. Donc, pour rester sur cette 3e secousse que fut celle du retour de Donald Trump, aujourd'hui, si vous voulez, sur le plan idéologique, la grande victoire de Trump, et il faut lui reconnaître ce mérite, comme quoi il y a aussi des choses qui ont été tenues, c'est qu'on nous dit « super, on a battu le wokisme ». Ça y est, les cheveux bleus au frigo, ça dégage. On a vu Hollywood qui devient conservateur. Hein. Je vais vous montrer un article sorti dans le Figaro il y a quelques jours. Regardez cet article. Hein.
Tout le monde est aux abris. Comment Trump veut faire plier Hollywood, le bastion woke. Donc, c'est un autre élément qui me fait dire que cette secousse Donald Trump, en vérité, est la démonstration d'autre chose. Parce que Hollywood a toujours été la caisse de résonance de l'idéologie dominante aux États-Unis et qu'il fallait répandre dans le monde. Donc, on a eu le wokisme. Aujourd'hui, on va avoir la tendance MAGA, Make America Great Again, et on aura autre chose derrière. Mais c'est pas une victoire en soi. Donald Trump est une caisse de résonance. Hollywood est une caisse de résonance, et renverser Hollywood, ça n'est pas une victoire. Hollywood a toujours été au service du pouvoir américain. Donc, la principale satisfaction aujourd'hui des pro-Trump, c'est celle-là, de dire on a gagné la bataille idéologique. Et c'est là, si vous voulez, que tout ça devient intéressant, à mon avis. Et qu'on rentre dans une forme d'aveuglement sidérant qui oublie de dire que le renversement auquel on assiste aujourd'hui, avec ce retour du conservatisme, je reprends le fil de l'idée générale, comment les droitards vont remplacer les gauchistes. On essaie de se dire, ouais, mais le wokisme a été une tendance comme ça universelle qui s'est imposée dans le monde. Hollywood a suivi, comme les grandes entreprises américaines, qui, de par l'américanisation du monde, font ruisseler leur idéologie dominante dans le monde entier. Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ces idéologies sont le fruit de l'américanisation du monde. Ça ne sont pas... Le wokisme n'est pas tombé du ciel, n'est pas arrivé dans le cerveau des gens par hasard, et le peuple a exigé que les grandes entreprises et que Hollywood suivent et s'adaptent. C'est l'inverse. C'est tout le principe de la propagande, les amis. Hollywood est là pour normaliser une idéologie dominante, qui va permettre de faire du pognon, qui va permettre peut-être de bouleverser le cours des choses. On l'a vu avec le wokisme, ça a quand même mis pas mal de bâtons dans les roues dans les sociétés occidentales, notamment au niveau du développement, où des gens se sont opposés. Maintenant, vous avez des sociétés qui s'adaptent à toutes les volontés des individus par rapport aux revendications woke. Donc, ma lecture là-dessus, c'est qu'il faut renverser l'ordre des choses. Les idées ne tombent pas du ciel. Il y a toujours des tendances structurelles qui vous imposent des idées. Et le wokisme en est une preuve. Sauf qu'aujourd'hui, le wokisme, ça ne marche plus. Parce que les peuples ont envie de reprendre leur destin en main. Les peuples en ont marre qu'on leur explique qu'en fait, on peut être une femme le lundi matin, une table basse le mercredi, que le vendredi, on a le droit d'être une canette de bière. On en a marre de mettre des Conchita Wurst de partout et d'essayer de faire rentrer cette idéologie au chausse-pied. Donc, comment le système doit réagir ? Le système au sens des grands décideurs de ce monde qui font infuser ce genre d'idéologie. Voyant que le wokisme était en train de leur échapper, qui était un peu l'étape finale du gauchisme, voyant que le wokisme était en train de leur échapper, il faut qu'une nouvelle idéologie prenne le relais pour continuer à faire fonctionner ces systèmes, pour continuer à ce que les grandes tendances suivent leur cours, en faisant croire au peuple que ce sont eux qui décident de l'idéologie dominante. Si vous voulez, on commence à comprendre à ce moment-là, c'est un peu l'image que j'ai trouvée, c'est les cerfs-volants dans le ciel orageux. C'est-à-dire que le peuple est là en train de regarder les cerfs-volants. Alors, il y a les rouges, il y a les bleus, cerfs-volants woke, drapeau LGBT, cerfs-volants bleus, conservateurs, ce que vous voulez. Mais le plus dur est de voir le ciel orageux et menaçant. Et donc d'arrêter de regarder ces cerfs-volants. Et pour moi, le gauchisme, comme le droitardisme, sont des cerfs-volants dans un ciel orageux. C'est que vous avez ceux qui vont se mettre à l'abri parce qu'ils risquent d'avoir un véritable orage, et ceux qui regardent les cerfs-volants en disant « oui, mais c'est joli, en fait », et qui suivent des yeux le cerf-volant sans réussir à se mettre à l'abri. Et pour moi, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est ce renversement-là. Le wokisme n'a pas perdu parce que les peuples... comment dire Enfin, je vais pas redire ce que j'ai dit, parce que sinon je vais radoter. On va essayer d'avancer, j'ai un fil, on va essayer d'être carré. Donc, pour moi, il ne faut pas regarder les promesses des idéologies dominantes, il faut regarder qu'est-ce qui fait que ces idéologies arrivent et disparaissent aussi vite. Parce que si le wokisme avait été une idée, une volonté des peuples partagée dans le monde entier, et que cela s'imposait naturellement parce qu'en fait, il y avait une sorte comme ça de bon sens naturel qui imposait le wokisme, ça n'aurait pas disparu avec l'élection de Donald Trump. Ça aurait été plus fort. Une grande partie du monde se serait levée pour défendre l'idée que la petite sirène doit être un personnage noir avec une bite. Bon, sauf que pas grand monde s'est levé en vérité. Pas grand monde s'est levé. Et on est passé d'une idéologie dominante à l'autre, et ça ruisselle. Et ça ruisselle. Les politiques woke sont abandonnés petit à petit.
Wall Street, les grands patrons, les grands capitaines d'industrie aux États-Unis ont retourné leur veste à une vitesse folle. On pense à Mark Zuckerberg, qui a poussé le fact-checking sur les plateformes du groupe Meta, donc Instagram et Facebook. Il a poussé tout ça. Et en moins d'un mois, il fait marche arrière en expliquant que tout ça, c'était des conneries. Disney, qui a contribué à diffuser le wokisme, quand je vous parle d'américanisation du monde, c'est aussi ça. Disney, qui a contribué à promouvoir la propagande du moment, fait marche arrière en un mois. Et nous a déjà sorti une série animée avec un personnage catholique dedans. Donc vous voyez bien que tout ça est factice, c'est du préfabriqué, c'est de la pensée préfabriquée. Mais c'est ça aussi l'américanisation du monde. La domination américaine, il y a le volet militaire, c'est le hard power, et le soft power, c'est aussi ça. Mais à mon avis, n'allez pas croire que le wokisme, comme le retour du conservatisme, si j'utilise ce terme-là, qui est un mot valise, vous pourriez développer aussi là-dessus, mais disons que les secousses que je vous présente, Meloni, Milley, Trump, c'est le retour du conservatisme, on va l'appeler comme ça. N'allez pas croire que ces idées-là suivent les volontés des peuples. C'est un système qui, pour se maintenir, a besoin d'une carotte pour que l'âne continue d'avancer. Donc on arrive en France, on arrive à ce qui se passe en France. À la lumière de tout ce que je vous dis là, les amis, on peut essayer de voir ce que ça donne quand on regarde la situation française. De se dire, mais ce retour du conservatisme, comment il se matérialise en France? Alors, j'en ai déjà beaucoup parlé ces derniers mois, ça m'a coûté quelques critiques, bienvenue, ça fait partie du jeu. Mais pour moi, 2027, les élections présidentielles de 2027, se préparent à la lumière de ce que je vous dis là. C'est-à-dire, on voit des candidats qui donnent l'illusion de la dissidence, l'illusion de ce retour du conservatisme, mais qui sont des gens qui n'ont peut-être jamais autant fait partie du système. En première ligne, je pense évidemment à Jordan Bardella et Sarah Knafo. Jordan Bardella, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite là-dessus, qui est un incompétent notoire, qui a travaillé 1 mois dans sa vie en tout et pour tout, et qui vient expliquer à tous les Français qui, eux, ont des vrais problèmes dans leur vie, qui viennent expliquer qu'en fait, c'est le problème des Arabes, et que la France aux Français, et que je sais pas quoi. Tu vois. Donc c'est quelqu'un qui n'a aucune épaisseur politique, qui n'incarne rien. C'est quelqu'un qui vous explique l'importance du souverainisme français, de l'indépendance de la France, et qui se rend à Bruxelles sifflé comme un clébard par 2 fois pour applaudir et serrer la main à Zelensky. Donc, ça n'est pas quand on est anti-système, on n'est pas ça. Sarah Knafo, c'est pareil. C'est une personne qui a flairé, dans ce supposé retour du conservatisme, l'occasion de briller en politique. On rappelle un exemple le plus symbolique à mon sens. Sarah Knafo a travaillé à la Cour des comptes. À ce moment-là, elle s'en est servie pour faire du réseautage, pour tout faire, sauf son travail à la Cour des comptes. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été mise en disponibilité par Pierre Moscovici, qui était le patron de la Cour des comptes à l'époque. Donc elle a fait ce qu'avait fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire on réseaute en profitant des bons postes là où on nous met pour commencer à épaissir son carnet d'adresses et rencontrer les bonnes personnes. Notamment, Sarah Knafo a fait un stage chez Publicis, si je ne dis pas de bêtises, et à l'ambassade de Libye qui était placée en Tunisie à cette époque-là, si je ne dis pas de conneries. Il me semble que c'est ça. Et elle avait tout fait pour rencontrer du beau monde. C'est là qu'elle sympathise avec des gens comme Attali, par exemple, et compagnie. Donc, Sarah Knafo, qui est quelqu'un qui a été la démonstration de ce que nos élites peuvent faire de pire pour mal utiliser le pognon des Français, cette personne-là, une poignée d'années plus tard, vient expliquer à qui veut l'entendre qu'elle va incarner ce retour du conservatisme et le fait que l'on va désormais bien aiguiller les dépenses de l'État pour arrêter de gaspiller le pognon des Français parce qu'il y en a marre et on va couper dans les dépenses sociales qui sont mal données, qui sont mal machin, qui sont mal bidules. Donc, c'est évidemment un néolibéralisme qui ne dit pas son nom, mais ça, vous l'avez compris avec Milley et Meloni, évidemment. Donc, Bardella et Knafo sont la potentielle matérialisation de ce faux retour du conservatisme, qui est juste un moyen pour le système d'asseoir encore un peu plus sa domination des peuples, à la fois idéologiquement, mais aussi économiquement et en termes de dépendance. Donc, en France, se mettent en place, si vous voulez, les pièces du puzzle, mais un puzzle qui est clair, avec des personnages qui, de par leur vacuité, et de par leur parcours, un parcours qui est tellement mauvais, qui parle tellement contre eux, que le parcours a été réécrit. Sur Jordan Bardella, j'avais fait une vidéo là-dessus, et Knafo également, je vous invite à regarder sur la chaîne Juste Milieu, j'ai refait le parcours des deux, et Macron n'a rien à leur envier.
Tout est réécriture. On fait croire aux gens des choses. Sarah Knafo, on fait croire des choses sur qui elle est, cette indépendance d'esprit, de je sais pas quoi, de bidule. C'est une Macron avec un brushing, si vous voulez. Et Bardella, c'est un produit que l'on met en tête de gondole, mais qui est parfaitement vide. Et à qui on donne l'épaisseur que l'on veut. Donc, les amis, en France, pour moi, se mettent en place les pièces du piège qui a déjà eu lieu en Italie, en Argentine, aux États-Unis, de ce faux retour du conservatisme. Et il y a un point où cela se voit, et à mon avis, c'est ce qui valide la théorie que j'essaie de développer devant vous aujourd'hui, c'est sur le paysage, dans le paysage médiatique. Dans le paysage médiatique, on voit une inversion aujourd'hui, enfin en tout cas une forme de grand remplacement idéologique, que d'aucuns appelaient de leur vœu, et à juste titre, et moi le premier. Je parle par exemple de CNews, je parle de Frontières du côté des médias alternatifs. On voit une forme de rééquilibrage avec des médias dits d'extrême droite. Et sur le papier, c'est une excellente chose. Un équilibre salutaire des médias qui avaient tous plus ou moins cédé à la domination idéologique de gauche, gauchiste. Il suffit de voir le service public, entre France Inter, quelle époque Léa Salamé et compagnie. Le service public a été contaminé. La grande majorité des médias, s'ils ne sont pas soumis à Macron, ils le sont au gauchisme. Donc, de prime abord, on voit une forme de rééquilibrage. Et c'est très bien. On va dire, attendez, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Enfin, une parole qui représente l'électorat d'extrême droite, qui a envie d'entendre ça. Sauf que c'est évidemment pas si simple. Parce qu'on n'est pas juste face à un rééquilibrage de médias d'extrême droite qui se sont fait leur petit trou tout seuls contre l'affreux établissement gauchiste. Il faut regarder ce qu'il y a derrière. Et je sais que ce que je vous dis est un peu attristant, c'est un peu déprimant parce qu'on a l'impression que tout est mal foutu, tout est joué contre le peuple. Mais il y aura du positif à la fin. Ce sera la conclusion de la vidéo, vous inquiétez pas. Mais regardez ce qu'il y a derrière CNews, derrière Frontières. Je prends les deux exemples les plus forts. CNews, ça fait plusieurs années avec l'Empire Bolloré. Et Frontières, je vous en parle parce que ça fait une semaine. On est le 15 avril 2025 au moment où je vous parle. On ne parle plus que de Frontières. L'histoire des journalistes agressés à l'Assemblée nationale, ce qui a permis quand même de faire vendre beaucoup d'exemplaires. Et tant mieux pour eux. Mais on a l'explosion d'un média qui sort à peu près de nulle part. Et avec une situation d'ailleurs plus que curieuse, j'y viendrai. Donc, si on prend d'abord CNews, pour comprendre comment s'installe ce faux retour du conservatisme, comment on fabrique une fausse réponse aux besoins des peuples. Je vous parle de l'exemple médiatique. Après, j'aurai un exemple théorique pour vous démontrer tout ça. CNews, on nous dit la bollorisation des médias, c'est la preuve de l'arrivée d'une parole dissidente, discordante, qui ne pense pas dans le sens du vent. Donc, on essaie de nous vendre un Vincent Bolloré qui serait un anti-système, opposé au système. Alors, c'est une drôle d'idée. C'est quand même une drôle d'idée. On se rappelle qu'un élément qui est important quand même à mettre sur la table, à mon avis, Bolloré est un milliardaire. Et les milliardaires, ils ont d'abord un intérêt qui est celui de protéger leur patrimoine et de faire fructifier leur pognon. C'est ni bien ni mal, il n'y a pas de jugement moral là-dedans. Mais si vous voulez, vous, quand vous avez 5000 balles de côté, vous allez le faire fructifier sur un PEL. Quand vous avez plusieurs milliards, ça nourrit d'autres ambitions. Et peut-être celle de peser directement sur le pouvoir en place pour défendre vos intérêts. Parce que vous avez des moyens d'action qui ne sont pas les mêmes. Et Bolloré, il a toujours fait ça. On rappelle par exemple en 2007, quand Sarkozy est président, il va sur le yacht de qui? De Vincent Bolloré. On se rappelle en 2013, quand Vincent Bolloré prend position pour Anne Hidalgo à la mairie de Paris, pour prendre la succession de Delanoë, Bertrand Delanoë. Bolloré soutient Hidalgo. Et puis après, on a eu Macron. Et oui, Bolloré qui soutient Macron dès 2016-2017, par l'intermédiaire du fils Bolloré, Yannick Bolloré, qui gérait et gère encore la société en communication et en influence Havas, qui a réalisé par sa branche dédiée au sondage, qui a réalisé nombre de sondages, qui ont participé à la fabrication du candidat Macron. On rappelle les médias détenus par Bolloré, par l'Empire Bolloré, qui en 2016-2017 ont contribué à la construction du narratif, notamment sur le couple Brigitte-Emmanuel. Donc si c'est ça un antisystème, une fois de plus, moi je suis majorette. Mais pourtant, aujourd'hui, quelques années plus tard, parce qu'on a des cerveaux de mouche et qu'on oublie,
Aujourd'hui, on te dit CNews, c'est une parole anti-système qui vient gêner l'ordre établi. Mais c'est pas ça, en fait. C'est pas ça. Pourquoi Bolloré, aujourd'hui, en vient à avoir acheté et à promouvoir des médias comme CNews, Europe 1, le Journal du Dimanche, avec une toile d'araignée qui est plutôt bien faite d'ailleurs, hein, une chaîne de télé, un gros journal, une radio. C'est plutôt pas mal. Et qui marche très bien, de par le fait que ça répond à un besoin des peuples. Mais c'est ce que j'essaie de vous démontrer depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est ce besoin des peuples qui prime sur le changement de paradigme, ou est-ce que c'est la volonté du système de faussement répondre à ce besoin des peuples et de continuer les grandes tendances, de poursuivre son véritable projet qui n'est, sauf erreur, pas celui de défendre les intérêts du peuple. Donc, aujourd'hui, le groupe Bolloré, médiatiquement, quand on m'explique que c'est un groupe anti-système qui a à cœur de faire entendre une autre parole, il suffit de regarder le parcours de Vincent Bolloré pour comprendre que c'est n'importe quoi. C'est quelqu'un qui a toujours été dans le sens du vent en vue de défendre ses intérêts. Parce que c'est un milliardaire. Et c'est tout le but. Et presque, on le comprend. Il n'y a pas de morale là-dedans. C'est ni bien ni mal. Il a les moyens de peser sur la politique de son pays. Il le fait. Donc, demain, la gauche redevient dominante. Bolloré mettra une orientation de ses médias qui sera plutôt vers la gauche. Donc, ce que je vous dis là, c'est basique. C'est parfaitement basique. Donc, ça, c'est pour CNews. C'est pour le groupe Bolloré, on va dire les médias mainstream, si on prend cette classification. Mais maintenant, on a l'exemple de Frontières. Donc, une trajectoire assez dingue. On rappelle Frontières qui anciennement s'appelait Livre Noir, fondé par des proches de Zemmour, qui devait être un peu la rampe de lancement du côté des médias alternatifs pour la campagne de Zemmour. Et c'est marrant parce que c'est exactement comme CNews. On rappelle Zemmour qui passe d'éditorialiste à candidat politique et Bolloré qui pensait faire un coup en mettant Zemmour à l'Élysée. Et Livre Noir est créé dans ce but. Donc, je suppute ce que je vais vous dire, je n'en ai aucune preuve. Je suppute vraiment, si certains ont des preuves, je suis preneur, qu'ils le valident ou qu'ils l'invalident, mais il serait intéressant de connaître les liens entre Frontières et l'Empire Bolloré. Est-ce que c'est un hasard du calendrier que dès la période Zemmour, CNews, qui était déjà bien installé, prennent le parti de Zemmour et que Frontières soit une rampe de lancement assumée, fondée avec de solides moyens pour pousser Zemmour sur les médias alternatifs? Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que c'est le hasard? Moi, je veux bien évidemment le croire sans problème. Mais le souci de Frontières, dont on parle beaucoup aujourd'hui, et qui, une fois de plus, apporte un autre son de cloche qui est intéressant. Et d'ailleurs, ils font un travail super sur plein de choses. Je le redis, critiquer certains aspects d'un média ou d'une personne ou d'un parti politique, ça n'est pas critiquer l'ensemble de ce média, de cette personne ou de ce parti politique. Donc, Frontières, on ne parle plus que de ça depuis la violente bagarre sur le balcon de l'Assemblée nationale. Le problème de Frontières, c'est que une fois de plus, il y a un aveuglement volontaire les concernant, parce qu'il y a un conflit d'intérêts qui ferait hurler les droitards si c'était dans l'autre sens. C'est Télérama qui a révélé ce conflit d'intérêts dans un article du 7 avril 2025, où on apprend, toutes les sources en description, vous regarderez, on apprend qu'un certain Géraud Verny détient 20% du capital du média. Vous allez me dire, on n'en a rien à foutre. Rémi, t'es mignon, mais n'importe qui peut détenir le capital, on s'en fout. Le problème dans cette affaire, c'est que Géraud Verny, il est député du RN. Alors, UDR, hein, c'est la branche fondée par Éric Ciotti, mais directement ralliée au RN. Donc aujourd'hui, vous avez un député RN, propriétaire à 20% du média Frontières, et qui, parce que ça ne suffisait pas, est interviewé par Frontières de temps à autre, sans que ce conflit d'intérêts soit précisé. Et d'ailleurs, il n'est à peu près jamais précisé. Donc là, c'est une forme de l'aveuglement volontaire. Parce que si demain, par exemple Blast, qui est un média, on va dire, je ne vais pas dire gauchiste, parce que, et tout comme je ne dis pas droitard pour Frontières, pour moi, ils sont un symbole de la droitardisation des esprits, mais je respecte leur boulot. Donc Frontières est un média de droite, Blast est un média de gauche, mais si Blast avait été détenu à 20% par Aymeric Caron, vous vous doutez bien que les droitards en face allaient hurler à la mort. Et là, avec Frontières, ça passe. Ça passe. Il y a un aveuglement volontaire qui fait que ce changement de paradigme fait qu'on pardonne plus facilement. Un autre exemple, sur Éric Tegner, donc, qui est le patron de Frontières, fondateur de Frontières, qui, et c'est le média La Lettre, qui l'a révélé dans un article du 20 février 2025,
est visé par une plainte pour harcèlement, agression sexuelle et violence sur des anciens collaborateurs de Frontières. Donc là, pareil, quand c'est un personnage politique de gauche ou un personnage médiatique de gauche, tout le monde monte au créneau. On dénonce la racaillisation des gauchistes. Mais la racaillisation des droitards, comment on fait du coup? Comment on fait? Alors, là encore, présomption d'innocence, bien évidemment. Présomption d'innocence. Mais il y a deux possibilités. Soit c'est diffamant et Éric Tegner doit porter plainte pour diffamation et nul doute qu'il gagne en justice s'il a raison et qu'on l'a attaqué parce qu'on veut le faire taire, la droite, machin bidule. Soit c'est vrai et dans ce cas-là, Éric Tegner ne vaut pas mieux que les racailles qu'il dénonce à longueur de journée. Donc, là aussi, aveuglement volontaire. J'ai pas entendu beaucoup de gens de droite, j'ai pas entendu les droitards aveuglés volontairement, je les ai pas entendus se saisir de ça. On a un autre renversement caricatural. Comme je vous l'ai dit, Frontières, détenu à 20% par un député RN, qui au départ est un média lancé pour faire la campagne de Zemmour, donc c'est un média partisan. Mais ce qui n'est pas problématique, c'est un média partisan. Regardez ce que nous a dit toujours Éric Tegner, donc le patron de Frontières. C'était sur CNews, ils y sont tout le temps. Hein. Vous avez Éric Tegner, le patron, vous avez Jordan Florentin, qui au départ s'appelle Jordan Darocha, qui a changé son nom de famille, on ne sait pas pourquoi. Apparemment, pour être dans les médias d'extrême droite, il faut changer de son nom de famille. Bon, pourquoi pas. Ils y sont tout le temps sur CNews. Hein. Il y a une véritable porosité qui me fait supputer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Écoutez ce que dit Tegner sur CNews le 10 avril concernant Edoui Plenel, le fondateur de Mediapart. Vous le savez, la figure tutélaire du journalisme français, cofondateur de Mediapart, a marqué les esprits par son aura d'enquêteur implacable. Mais derrière cette façade du chevalier blanc pour toute la gauche, se cache pourtant une face bien plus sombre. Plenel, avec son verbe haut, s'est construit une image de gardien de la vérité. Pourtant, le livre, justement, de Gilles Geadner, paru chez Fayard en mois d'avril, en ce mois, dévoile un portrait bien moins reluisant. Derrière le journaliste d'investigation, il y a un militant, un idéologue, dont les méthodes flirtent souvent avec l'acharnement et la manipulation. Voilà, donc Tegner qui reproche à Edoui Plenel d'être un militant. Je vous laisse réaliser la chose. Cette inversion, ce changement de paradigme. Bon, en fait, ce qu'on reprochait hier, c'est la même chose aujourd'hui, mais on ne peut pas le reprocher, parce que l'idéologie devient dominante. Et ce qui a été le coup de grâce pour moi, si vous voulez, et ce qui démontre un aveuglement volontaire que je trouve scandaleux, c'est la présence toujours d'Éric Tegner, toujours sur CNews, 31 mars 2025, qui se rend sur le plateau de Morandini. Je dis ça comme la possibilité de mettre en place justement l'inéligibilité. Ouais. Aujourd'hui, on sait très bien, le pouvoir judiciaire, après un pouvoir Donc on va pas regarder la séquence pendant 2 heures, mais si vous voulez, pour moi, ça a été symboliquement ce qui m'a donné envie définitivement de faire cette vidéo aujourd'hui, de démontrer que ce changement de paradigme idéologique, on reviendra dans la conclusion, je vous donnerai un peu mon explication au pourquoi du comment. Mais ce changement de paradigme idéologique s'accompagne toujours d'un aveuglement volontaire qui peut aller jusqu'au pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez Éric Tegner qui se fait le chevalier blanc de la violence de la société, la racaillisation, la délinquance, qui se rend sur le plateau d'un délinquant sexuel, condamné en appel, pourvoi en cassation en cours, donc il est toujours présumé innocent. Mais vous avez Éric Tegner qui dénonce la délinquance, l'explosion de la délinquance en France et qui se rend chez Morandini pour parler de ça. Donc, si vous voulez, ça me fait penser sur la forme, pas sur le fond, parce que les affaires sont différentes. Sur la forme, c'est pareil que les gauchistes qui vous disent « Oui, mais bon, Cohn-Bendit, voilà, on a des salauds dans nos rangs, mais notre combat vaut bien ça. » C'est cette phrase la plus terrible pour moi qui démontre la supercherie des idéologies dominantes, c'est de dire « notre combat vaut bien ça. On a des ordures dans nos rangs, mais ça vaut bien ça. » Donc Tegner qui va chez Morandini, il se rend sur le plateau d'un délinquant sexuel, inscrit au fichier des délinquants sexuels justement, au registre des délinquants sexuels. Le mec il y va et il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, comme on est dans le même camp, allez ça passe, allez c'est bon. C'est pas grave. Donc, les gauchistes d'hier qui toléraient Cohn-Bendit sont les droitards d'aujourd'hui qui tolèrent Morandini, si vous voulez. Il y a une continuité parfaitement logique. Alors, ça, c'est pour la pratique, sur la concrétisation de tout ça dans les médias. Mais un peu de théorie, parce que ce que je vous dis, les amis, ce que j'essaie de vous développer, comme tout, parce que le jour où j'invente des concepts et j'invente des idées, ça se saura, comme tout,
ça a été théorisé, et par quelqu'un d'extrêmement brillant, qui s'appelait Antonio Gramsci, que vous connaissez peut-être. Je vais vous montrer une petite photo, parce que là, on touche à un des tauliers. Un des tauliers, c'est ce monsieur, donc, beau gosse comme tout, intellectuel, militant communiste, enfermé en Italie, prisonnier, pour le coup prisonnier politique, mais là pour de vrai, hein, pas Marine Le Pen, né en 1891, mort en 1937, pardon, et qui a théorisé le principe d'hégémonie culturelle. Et ce principe est très intéressant parce que il y a encore 30 ans, il était revendiqué par la gauche pour justifier le changement de paradigme qui devait aller vers le gauchisme. Et aujourd'hui, c'est la droite qui a récupéré ce principe d'hégémonie culturelle. En prétendant lutter contre le gauchisme, la droite se l'est approprié pour mieux s'installer de la même manière. Alors, qu'est-ce que c'est que ce principe d'hégémonie culturelle ? Gramsci avait théorisé le fait que la conquête du pouvoir présuppose toujours celle de l'opinion publique. En tout cas, dans nos sociétés contemporaines. Parce que, bon, à l'époque des barbares, si tu veux, les Vikings, bon, en fait, l'opinion publique, non. Parce qu'en fait, j'ai un gourdin. Donc, ça va être vite réglé. C'est-à-dire que si dans ta tête, t'es pas d'accord, en fait, t'as plus de tête. Donc, t'es d'accord. Parce que t'as plus de tête. Donc, je parle bien des sociétés contemporaines, à l'ère des médias de masse, si vous voulez. Et déjà, dans les années 20, Gramsci avait théorisé, il avait dénoncé le rôle des médias de masse, du consumérisme et de l'école obligatoire dans l'idéologie dominante. Il avait déjà théorisé tout ça. Je vous invite à lire ces textes, notamment ces carnets de prison, qui sont extraordinaires, qui ont été d'ailleurs réédités il y a peu. Je vous invite à lire les cahiers de prison de Gramsci. Et en fait, ce qu'a théorisé Gramsci est une démonstration d'une des plus grandes erreurs de Marx, de Karl Marx. Donc, Gramsci est un penseur communiste, un penseur marxiste, et qui a mis en lumière l'une des plus grosses erreurs de Marx. Parce que pour Marx et Engels, donc on est au milieu du 19e siècle, ils avaient théorisé le fait que des crises successives liées au comportement du capitalisme, pas vraiment naissant d'ailleurs, avec cette croissance à tout prix, l'exploitation des prolétaires, ces crises successives allaient donner naissance à une classe ouvrière suffisamment forte pour dominer le système. C'est-à-dire, plus vous mettez des gens à la rue, plus ils rejoignent la classe ouvrière, plus cette classe ouvrière est nombreuse. C'est presque une loi mathématique, si vous voulez. Et c'était pour Marx l'aboutissement de cette domination de la classe ouvrière, enfin de cet agrandissement de la classe ouvrière en vue d'une domination. Pour Marx, ça devait aboutir à une remise en cause de la culture hégémonique bourgeoise. C'est-à-dire les bourgeois qui, dominant la société, imposaient leur idéologie. Ce qui se passe parfaitement aujourd'hui, j'y reviendrai, parce que cette guerre gauchiste-droitard est surtout une guerre de bourgeois et de milliardaires, j'y reviendrai. Donc, ce que Gramsci a démontré, prouvant l'une des plus grosses erreurs de Marx, c'est que ces crises successives ont certes fait croître le nombre de membres de la classe ouvrière, mais que pourtant la classe ouvrière ne s'est jamais rebellée. Parce que justement, les prolétaires ont développé cette aptitude à soutenir ce qui les menace. En étant dupés, en étant hypnotisés par les médias de masse, par l'école obligatoire, et par cette volonté d'adhérer à l'idéologie bourgeoise, à l'hégémonie culturelle bourgeoise, qui leur est imposée en prétendant faire leur bien. Hier, le gauchisme, aujourd'hui, le droitardisme, si j'ose dire. Donc, à chaque fois, les prolétaires vont se mettre à soutenir ce qui les menace, parce qu'on leur raconte une histoire. On leur soumet un récit qui est assez séduisant pour les hypnotiser. Et qui est toujours une réponse à leurs conditions. Rappelez-vous Hollande, mon ennemi c'est la finance. Les gens de gauche étaient contents. Aujourd'hui, les droitards à qui on dit on va virer les Arabes, ils sont contents. Sauf que ce qu'il y a derrière n'a rien à voir avec la finance ou je ne sais quoi. C'est l'avancée d'un projet néolibéral qui à chaque fois a réussi à grignoter avec un visage toujours différent. Donc aujourd'hui, ce à quoi on arrive, et avec ce renversement de l'hégémonie culturelle qui va passer du gauchisme au droitardisme, c'est une sorte de mai 68 à l'envers, si vous voulez. Où, mai 68, on prétendait lutter contre le consumérisme, lutter contre le capitalisme. Le ferment de la révolution de mai 68, si j'ose dire, c'était ça. C'était l'installation des idées de gauche, des idées socialistes, donc de la lutte contre le grand capital, de la lutte contre le consumérisme. Il y avait déjà une imprégnation marxiste qui était assez présente. Les slogans « il est interdit d'interdire », vous connaissez l'ambiance. L'émergence de l'individu roi, ce citoyen à qui on ne peut rien refuser, il est interdit d'interdire.
Il y a eu quoi derrière mai 68? Il y a eu la mondialisation, l'accélération du libre-échangisme, enfin du libre-échange, et il y a eu tout l'inverse de ce qui était demandé au départ. Il y a eu tout l'inverse des idées qui ont fomenté mai 68. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va vers un mai 68 à l'envers. C'est-à-dire que le système a compris que le peuple était en train de changer d'idée, que le vent soufflait dans un autre sens, que les discours socialisants, que le gauchisme idéologique, que le culte de l'individu roi à travers l'affirmation de l'identité, qu'elle soit raciale, sexuelle, de genre, de ce que vous voulez, c'était plus à la mode, ça allait plus marcher. Qu'aujourd'hui, on assiste à un changement de paradigme avec un retour des peuples sur eux-mêmes, un retour du conservatisme. On veut conserver ce qui fait la nature des peuples. Donc, c'est le retour à la culture nationale, la lutte contre l'immigration, le retour aux valeurs, le retour au récit national. On revient là-dessus. Mais le système l'a anticipé. Et c'est pour ça que le fait qu'un Bolloré mise, grâce à ces médias, sur ce changement de paradigme, c'est pas le peuple qui a enclenché ça. C'est le système qui provoque ça. C'est d'abord le système qui provoque ça. Et donc qui met en place toutes les pièces du puzzle pour y répondre. Et pour faire croire aux gens que ce sont eux qui décident et qu'on va répondre à leurs besoins et compagnie et compagnie. Donc, tout ça arrive. En France, vous avez vu, on a évoqué tout à l'heure Bardella et CNAFO, on nous parle d'une France souveraine dans l'Europe, donc en plus il y a des discours qui n'ont plus aucun sens, qui sont parfaitement contradictoires. La preuve que le véritable objectif n'est pas la satisfaction des peuples. Hein, quand les peuples demandent de la souveraineté pour la France, on leur parle d'une souveraineté dans l'Europe. Quand le peuple demande une régulation de l'immigration, on dit que la France va réguler l'immigration en confiant cette mission à l'Union européenne, qui poursuit un projet qui est parfaitement opposé. Donc, tout ça n'a aucun sens. Tout ça n'a en vérité aucun sens, c'est parfaitement contradictoire. Donc, pour arriver à la conclusion, les amis, c'est vrai que cette séquence est déjà relativement longue. Après, je prendrai toutes vos questions, je répondrai à toutes vos questions, évidemment. Pour arriver à la conclusion de tout ça, on peut se dire, putain, c'est quand même déprimant. En fait, on est toujours du mauvais côté du manche. Eh bien, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, au contraire, le fait de démonter tout ça, comme j'ai essayé de le faire aujourd'hui, ce qui est de manière sûrement maladroite, il n'y a pas de problème, mais le fait de démonter tout ça, le fait de regarder en face ce qui se passe et de comprendre que ce ne sont jamais les peuples qui décident d'un changement de paradigme idéologique et que ce sont toujours des tendances que l'on prépare. C'est pour ça que je vous parle d'un mai 68 à l'envers, avec ce retour du conservatisme qui est anticipé pour faire avancer un projet qui en vérité est un projet néolibéral d'une accélération du libre-échange, de la libre circulation des marchandises, du capital et compagnie. Et que hier on vantait ce projet-là avec le visage de François Hollande qui nous disait mon ennemi c'est la finance. François Hollande devait être une rupture. Et puis ensuite on a eu Macron qui devait mettre fin au monde d'avant. Et puis demain, on aura peut-être Bardella ou CNAFO. Mais si vous regardez, le point commun avec ces gens-là, c'est que l'adhésion au projet de l'Union européenne n'a jamais cessé, n'a jamais, ne serait-ce que ralenti. Donc l'adhésion au projet, à la domination américaine et à l'alignement atlantiste. Donc, quand on met tout ça sur la table, on comprend bien que l'intérêt des peuples n'a jamais vraiment avancé. On les a dupés avec des raisons parfaitement opposées, parce que changement de paradigme, mais ce qui a avancé, c'est toujours le même projet. Ce projet néolibéral qui a accéléré à chaque fois avec des visages différents. Donc, voyant tout ça, pour moi, le principal ennemi, c'est pas ce système. Parce qu'il a raison de le faire, ça marche. Les gens se mettent sur la gueule. Tu vois bien aujourd'hui, quand tu critiques CNAFO, tu critiques CNews, tu critiques Hanouna, tu critiques ce qui en France incarne ce changement de paradigme, ce faux retour au conservatisme, tu as des gens qui te tombent dessus et qui disent oui, mais parce qu'en fait, tu es gauchiste, tu fais partie de l'équipe d'avant, donc tu n'es plus dans la bonne équipe, tu n'es plus à la mode. Quand tu critiques ce changement de paradigme, tu auras toujours des imbéciles heureux, d'où l'expression, pour te dire mais en fait, tu n'as rien compris. L'hégémonie culturelle dominante, c'est celle-là, donc tu dois y adhérer, sinon tu es un mauvais, sinon tu n'as rien compris. Mais on est dans une forme de négation du réel. Quelqu'un qui regarde attentivement le parcours de Bardella et t'explique que ce mec-là connaît la vie et a l'épaisseur pour devenir président, c'est une négation du réel. Donc si vous voulez, pour moi, aujourd'hui, je ne vois pas de différence entre le gauchiste qui pense que taxer les riches, ça va faire que le monde va être merveilleux et qu'il y aura le retour des licornes et qu'on va nager dans les nuages. Je ne vois pas de différence entre ce gauchiste-là et le droitard qui pense qu'en virant les migrants, la France va redevenir un paradis où tout le monde va boire du vin rouge en chantant du Charles Trenet.
on a mis dans la tête de ces gens-là, comment dire, des objectifs qui sont à la fois intenables et qui ne vont pas réaliser leurs rêves, parce qu'on est au stade du rêve, on est au niveau du rêve. Donc j'ai du mal à séparer ces gens-là, qui pour moi sont les mêmes, sont absolument les mêmes, dans leur capacité à rejeter le réel, par pure partisanerie, par pure idéologie. Donc c'est pareil, si vous voulez... oui, enfin, c'est ce que je vous disais, ce niveau de négation du réel, avec en plus le culte de l'homme providentiel, mais à chaque fois, on se fout de la gueule des macronistes qui disent que Macron est super et qu'ils l'ont réélu en 2022, mais qu'est-ce qui se passe avec Bardella ou Mélenchon? C'est exactement pareil, c'est le culte de l'homme providentiel. Pourtant, sur la ligne de départ de 2027, ce que je vous disais tout à l'heure, Bardella, Mélenchon, Attal, Édouard Philippe, Darmanin, Ruffin, Knafo, sur le papier, vous avez des ennemis politiques, mais ces gens-là ne remettent jamais en cause les grandes dynamiques, les grandes causes qui font que le projet néolibéral avance et nous entraîne dans les sociétés dans lesquelles nous sommes. Donc, tout ça pour dire, les amis, que ce projet néolibéral qui a montré des facettes à travers le projet européen, à travers le projet Atlantis, avec les nouveaux conflits qui se sont déclenchés en Palestine et en Ukraine, projet Atlantis plus clair que jamais, ce projet politique-là, lui, n'a pas de couleur. Il n'a pas de couleur politique, il n'a pas de race, il n'a pas de sexe, il n'a pas de genre, il n'a pas les cheveux bleus, il s'en fout. Ça, c'est pour vous. C'est pour que vous vous mettiez sur la gueule et que le peuple se batte en disant l'extrême gauche, l'extrême droite, les cheveux bleus, Jeanne d'Arc, je sais pas quoi. Ça, c'est pour vous. C'est pour vous occuper. Mais le jour où le peuple commence à comprendre petit à petit que, en fait, tous les supposés représentants vont dans le sens de ce projet et que le diviser pour mieux régner, une fois de plus, n'a jamais été aussi efficace. Le jour où le peuple comprend ça, ça renverse les choses. Et c'est pour ça que ce débarquement des droitards, qui est factice, qui est ridicule, comme j'ai essayé de vous le démontrer, ce retour des droitards, ce faux retour au conservatisme, montre, à mon avis, la facilité avec laquelle le système réussit à tromper les gens, à tromper le peuple. Et je trouve ça intéressant de le regarder en face. C'est ça qui est porteur d'espoir. C'est de quitter nos illusions, hein, c'est l'allégorie de la caverne chez Platon, quitter nos illusions, accepter de voir le négatif dans le positif, dans ce qu'on aime, dans nos idées, dans tout ça, et nous rendre bien plus lucides. Donc c'est ça ce que je voulais vous dire, et finir sur cette note, les amis, de viser la lucidité, on s'engueulera après. Donc c'est surtout ça, apprenons à être lucides et à voir, à identifier, à déceler, à décrypter les grandes causes qui nous amènent nos grands malheurs aujourd'hui et pas attribuer ça à des choses factices qu'on nous met devant les yeux pour nous occuper. Donc voilà, les amis, ce que je voulais vous dire sur ce grand développement. Dites-moi maintenant dans le chat si ça vous a intéressé ou pas, si vous avez trouvé ça chiant, confus, intéressant. C'est très important pour moi, savoir si ce format vous plaît. Si on réitérera l'expérience sur d'autres sujets, évidemment. Mais je trouvais ça chouette par moment de prendre le temps de développer un peu plus, pas être dans l'immédiateté d'une actualité puis d'une autre actualité, et d'essayer de faire des choses plus longues, plus long format. Dites-moi vraiment, c'est très important, et je me vexerai pas, bien évidemment. Allez-y de bon cœur, c'est très important pour moi d'avoir vos retours, ce que je peux améliorer en termes de densité. Si vous voulez plus d'extraits vidéo ou de sources ou je ne sais quoi, allez-y. Je prends vos petits messages. Allez, c'est parti. Twitch qui nous dit « Et quand le peuple ne suit pas les maîtres, on l'envoie à la guerre. CF 1936, le Front populaire face son patron. Et en 1939, à la guerre. Et qui finance la guerre ?» Absolument, absolument. J'aurais pu faire un volet historique en regardant ne serait-ce que dans l'histoire du XXe siècle, qui a eu intérêt à déclencher des guerres mondiales. Et on retrouve souvent les industries, les capitaines d'industrie dont je vous parlais tout à l'heure. Ce serait ridicule de dire que tout est à cause de Wall Street. Mais quand on regarde profondément, c'est le livre formidable de Éric Vuillard, L'Ordre du jour, pris Goncourt en 2017, qui raconte ce jour où les grands capitaines d'industrie allemands rencontrent Hitler dans les années 30 et se mettent derrière lui en disant « Ok, bon, peut-être qu'il a un petit problème avec les Juifs, mais ça va être intéressant pour nos affaires. » Et on comprend là les grandes tendances. Après, les bagarres politiques, si vous voulez, c'est la petite histoire. La grande histoire, elle est faite de grandes tendances. Silver Concept qui dit bah oui Rémi, mais c'est compréhensible aussi, aucun ne se soucie du peuple, c'est surtout penser à leur propre gamelle, donc ils feront tout pour être élus comme un bon vendeur de voitures. Saf 515 qui dit merci Rémi, c'était bien. Manis dans le 13 qui dit il y a un retour au conservatisme accepté de la part du pouvoir parce que le projet de métissage des peuples afin de mieux les contrôler est déjà terminé. En regardant les courbes, aucun retour arrière n'est possible. Ouais, c'est chouette pour Anonymix.
Victor Macno, tu vas nous rendre intelligents. Écoute, déjà, si j'y arrive pour moi, après, vous vous démerdez. Non, je plaisante. Romain 83, alors ce que j'ai préféré, c'est le concept de libre-échangisme, tu peux développer. Je savais que certains allaient se foutre de ma gueule. C'est vrai que j'ai fourché. SAF 515, ça fait du bien, un regard lucide sur le réel. Petit nuage 2000, oui, c'est intéressant si les politiques refusent le débat, on peut le faire nous. Kong Bietso, certaines fraternités surtout. Bah oui, il y a aussi ces questions-là. Pierrick de Rien, intéressant, mais ça manque de bière et de saucisson. Je suis bien d'accord. Léviathan, moi je pense qu'il faut conserver des médias de tous bords, ne pas limiter à la gauche et garder cette pluralité. Je suis complètement d'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure, complètement d'accord dans la mesure où on ne passe pas de l'un à l'autre. Et c'est ce qui me fait peur aujourd'hui. Je pense que vous allez voir à l'horizon 2027, si la victoire de l'extrême droite, Knafo, Bardella, qu'importe, si la victoire de l'extrême droite se préfigure pour de bon, vous allez avoir un renversement idéologique des médias. Et sur BFM TV, tu commenceras à avoir des éditorialistes de droite, puis d'extrême droite. Et ils vont petit à petit retourner leur fusil. Regardez ce qui s'est passé avec Hollande. C'est ça que je redoute. Bien sûr qu'un équilibrage des sensibilités politiques dans les médias, c'est une super chose. Mais si cet équilibrage, est, comme on peut aisément le craindre, est un équilibrage, opportuniste, ça c'est scandaleux. Et c'est là qu'on assiste à ce renversement de paradigme idéologique. Hervé Rowe qui dit ton analyse est percutante et mérite d'être augmentée avec Johan du Canard Réfractaire. J'aimerais beaucoup l'interviewer. C'est vrai que le faire venir sur Juste Mieux, ce serait un plaisir. Philanthrope qui dit passionnant, mais des divergences qui sont très compliquées à exprimer par message dans un chat. Effectivement, venez sur Discord, ceux qui veulent papoter dans le salon vocal, sur le Discord Juste Mieux pour intervenir, c'est le plus simple. N'hésitez pas pour donner votre avis, bien sûr. On a quoi d'autre? Isatiste 40, plus intéressant pour moi que les dernières émissions, merci beaucoup. Anarchy 08, je trouve que tu caricatures sur certains points, à moins que ça ne soit volontaire. Par contre, ton analyse avait déjà été faite il y a presque 10 ans par la dissidence de l'époque Internet, complètement. Alors sur quel point? N'hésite pas à me dire sur quel point, qu'on puisse papoter. Merci à Véro Galou pour le sub 30e mois, merci beaucoup. Kong Bietso, la guerre de 14, c'est une certaine fraternité qui voulait la guerre pour abattre les derniers empires catholiques. On a les courriers aux archives, je suis bien d'accord. Continue ainsi mon petit Rémi, nous dit Alice 31, merci beaucoup. Mon Jérôme qui dit c'est très bien, j'aime bien que tout soit décortiqué. Avec plaisir, surtout les crevettes, je sais que t'es un gourmand mon Jérôme, comme moi. On a quoi d'autre? Jojo l'astico sauteur qui dit parfait, j'ajouterai que le peuple déçu par une politique ira toujours à l'opposé. Complètement, il y a une forme d'attirance magnétique presque d'une certaine manière. Complètement d'accord avec toi. Silver Concept, oui intéressant, mais tu pars un peu dans tous les sens, parfois c'est compliqué à suivre, car comparer un Trump qui est riche et pourrait s'arrêter, éviter de se prendre une balle, et un Macron qui a été placé là par les milliardaires justement, je suis d'accord avec toi. J'ai encore peut-être un problème de rigueur, on va dire, c'est que j'ai tendance à aller un peu dans tous les sens. Merci pour ton retour. Merci qui dit je ne suis pas d'accord avec tes positions mais je t'écoute avec intérêt et ta pensée est intéressante et fait réfléchir, bravo pour ton stream, merci beaucoup. Alors ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir justement de faire venir des gens avec qui on n'est pas d'accord et c'est tout le but de Juste Milieu, ça me fait plaisir, voilà. Rick Stasi, je regarde plus que toi en info vu que même Idriss croit qu'exploiter sexuellement les incestés est un métier utile à la société. Travail du sexe, je savais pas. Je savais pas qui avait dit ça. Twitch Hatch, il n'y aura pas de médias à suivre tant que ce seront les mêmes qui seront aux commandes. Et Gire Twitch, votre raisonnement se mord un peu la queue, c'est le peuple qui change d'avis ou bien est-il manipulé par avance? On ne comprend pas le raisonnement. Je suis d'accord, j'ai peut-être manqué de clarté là-dessus. Moi, je pense que, et je veux insister là-dessus pour que ce soit bien clair, quand je vous parlais d'un mai 68 à l'envers, quand je parle de renversement du paradigme idéologique, c'est toujours une volonté du système. À partir du moment où, et c'est là où c'était pas très clair, à partir du moment où il sent le vent tourner, mais pas quand c'est définitif. Il accompagne, si vous voulez, le vent qui tourne, pour accélérer le mouvement et faire croire au peuple qu'il répond à son besoin. C'est-à-dire, il y a eu le wokisme, le gauchisme, il y a eu le gauchisme qui a été imposé, qu'on a fait ruisseler, ça n'a pas marché. Le système a senti un peu les premiers frémissements d'un changement de pied, et ils ont accéléré ce phénomène, pour mieux le créer et mieux le contrôler. C'est là où j'ai peut-être pas été assez clair. Babcom5, j'espère que tu vas bien, camarade, qui dit j'ai une question, Rémi. Plusieurs milliardaires qui ont mis Trump au pouvoir ont perdu beaucoup d'argent. Que faut-il en penser? C'était une volonté du système. Alors tu parles de qui? Alors moi je veux bien, mais des milliardaires qui ont mis Trump au pouvoir et qui ont perdu beaucoup d'argent, on parle de qui? On parle de qui?
précisément, parce que là, comme ça, j'en vois pas. Enfin, je vois pas bien qui et combien. Enfin, là, bah oui, alors Elon Musk, si vous voulez, comment dire, euh, il a perdu de l'argent, je suis pas certain. Je suis pas certain. On rappelle quand même que, je l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais avec Elon Musk, on a une situation de conflit d'intérêts assez intéressante, hein, parce que c'est celui qui est en charge de couper dans les dépenses sociales et compagnie, et curieusement, il n'a pas coupé dans les dépenses sociales liées aux dépenses aérospatiales. Hein, les contrats qui lient par exemple la NASA et SpaceX et ses propres entreprises. Aujourd'hui, Elon Musk a la capacité d'intervenir sur des deals qui le concernent directement. Si ça, c'est pas un conflit d'intérêts, je sais pas ce que c'est. Ouais, je suis partagé, si vous voulez, sur le fait que Musk, comme dit Nicolas Nassim Taleb, ait joué sa peau. Je suis pas certain. Je suis pas certain du coup. Donc, mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc voilà un petit peu les amis, 18h23, voilà, on a fait une belle émission. J'espère que ça vous a plu vraiment ce format. N'hésitez pas à me dire, hein, c'est très important, si vous voulez qu'on le refasse ou pas, il n'y a aucun problème. Mais j'avais envie de poser ça une bonne fois pour toutes parce que ça me fait beaucoup réagir ces derniers temps et je trouve qu'on met tout en place pour continuer à tromper les gens. Ça m'enquiquine un petit peu. Donc je voulais vous proposer ça, une analyse où tout le monde ramasse, et puis pour affirmer, alors sur le groupe Bolloré, vous le saviez déjà, mais je veux affirmer ma position sur Frontière, hein, pour citer une fois de plus Eric Cantona, eux aussi je leur pisse au cul, parce que pour moi ce ne sont pas des médias... Enfin, ils jouent, déjà, il y a un jeu sur les deux tableaux entre les médias mainstream et les médias alternatifs. Il y a un jeu que je trouve assez malhonnête. Et cette histoire de Morandini, cette histoire de conflit d'intérêts à ciel ouvert en étant détenu à 20% par un député RN, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Et si un média de gauche faisait ça, on lui tomberait dessus. Donc moi, Frontière, voilà, je pense sincèrement qu'ils font plein de boulot sur plein de choses. Ils font plein de bons boulots sur plein de choses, pardon. Mais qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes sur ce média et qu'il faut le reconnaître parce que sinon, on va se faire duper encore plus sur des médias supposément alternatifs et qui, en vérité, en coulisses, s'organisent un petit peu autrement et n'ont pas les objectifs qu'ils prétendent avoir. Donc voilà. Voilà un petit peu, les amis, qu'on soit raccord sur tout ça. Je vais vous abandonner pour aujourd'hui. Mais on va se retrouver demain, évidemment. Et demain, c'est Juste Bistrot et c'est Farce Tranquille. Les amis, voilà, c'est le sujet de demain. Je ne sais pas encore, on va voir de quoi on parle. Mais on sera au rendez-vous pour une belle émission, une belle journée. Je vous redonne la tournée du spectacle Zinzin. Alors, je vous l'ai dit, les dates qui arrivent, c'est Bordeaux le 17 mai, Troyes le 29 mai. Vous pouvez taper Juste Milieu Bordeaux sur Google, vous allez trouver Juste Milieu 3. Et n'hésitez pas, bien sûr, à faire tourner le lien du spectacle où on se fend la gueule et on leur en met plein le museau avec de la blague. Là, c'était de l'analyse ce soir. Sur scène, c'est de la blague. Voilà, je vous embrasse. Merci d'avoir été là, les amis. Passez une excellente soirée. Je vous dis à demain. Vive la rigolade et vive la France. Ça tourne en boucle comme